tous, bonjour à toutes. Faux départ, hein, il y a eu un petit faux départ en raison d'un PC qui a littéralement surchauffé. Donc là vous savez comment, je sais plus comment ça s'appelle, un logiciel là pour brider un petit peu les performances du PC, qui me lance pas tout à fond et un truc pour le limiter là. Donc du coup normalement il saute moins, mais là c'est vrai que bon, il fait chaud. Il fait bien chaud, donc j'espère que quand même vous allez bien. Ici un throttler, ouais c'est ça, ouais. Ben, j'avais oublié de le mettre, hein, et puis j'aurais dû y penser parce que oui, c'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué. On va consacrer ce stream entier à la chaleur qu'on est en train d'éprouver en ce moment. Oui, il fait que 5, c'est ça. On va faire... alors, je vais vous donner le programme tout de suite. Tac. On va commencer par... je sais pas si, comme moi, vous êtes en ville, mais c'est particulièrement mal foutu, une ville en période de canicule. Donc, on va en parler avec cet article de Jade Lingard, qui est la spécialiste écologie pour Mediapart, qui est sur ces sujets depuis des années. Immeubles trop hauts, bitume omniprésent, végétation précaire. Les villes sont les points chauds des vagues de canicule. À contresens des dérèglements climatiques en cours, les abattages d'arbres et le bétonnage des sols se poursuivent. Pourtant, des politiques de rafraîchissement s'esquissent. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mieux la prochaine fois dans les prochaines villes, etc. Ou déjà dans nos villes qu'on a maintenant. Quoi je dis dans les prochaines villes, c'est complètement débile. C'est parce que je pensais à mon café en même temps, voilà. Et puis on va tester un truc aujourd'hui, on va agrémenter ces lectures de petites vidéos de Lina le plus souvent pour nous replonger dans des petites ambiances. Donc là j'en ai mis une de côté sur la canicule pour faire... Ça fera les transitions si vous voulez entre chaque sujet. Ensuite, face à l'urgence climatique, une réponse politique pas encore à la hauteur. Voilà, parce que bon, c'est bien de dire il fait chaud. Maintenant c'est quand qu'on fait de la politique. Canicule, incendie, inondation, la crise climatique touche toujours plus durement la France, comme le reste du monde, illustrant les derniers rapports du GIEC qui a appelé à des mesures immédiates, radicales, pour garantir un avenir vivable. Qu'est-ce qu'on fait là? On écoute Macron, il est champion de la Terre. Qu'est-ce qui se fait concrètement ici et peut-être ailleurs? On en saura plus dans cet article un petit peu long de Rémi Barou et Audrey Garrick, mais en même temps ça nous intéresse. Et puis, bon, bah c'est bien tout ça, mais est-ce que, tiens, je vais poser la question dans le chat. Est-ce que vous avez une piscine familiale? Alors, que ce soit chez vous ou chez vos parents, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une piscine familiale, c'est-à-dire une piscine creusée en dur dans le jardin des darons ou dans votre jardin à vous? Non, hein, j'ai que des prolos là, nos piscines. Même pas chez vos parents? Vos parents les bourgeois là, ils payent pas leur piscine? Ah, il y en a qu'un ou deux, hein, vraiment, ça va très vite. Bon, bah, vous savez peut-être que la France, pour le coup, est un des pays du monde avec les États-Unis où on trouve le plus de piscines familiales par foyer, par habitant sur la surface du territoire. La France est le premier pays d'Europe en termes de nombre de piscines. Pour autant, il y a des problèmes on ne sait toujours pas nager partout, ou en tout cas pas pareil. Il y a des enfants qui se noient évidemment, mais apprendre à nager n'est plus donné à tout le monde. La France possède le plus grand parc de piscines familiales privées d'Europe, mais beaucoup de ces enfants ne savent pas nager. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui ont une très belle piscine dans leur jardin, et qui vont affronter la canicule avec d'autant plus d'entrain, j'imagine, et de l'autre, des gens qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont pas appris à nager, et qui, eux, sont éventuellement les premiers qui vont se noyer si d'aventure ils se retrouvent face à une piscine, même si c'est la piscine d'amis, de je sais pas quoi. Donc on va passer sur on va parler un petit peu de ce paradoxe. Donc apprendre à nager n'est plus donné à tout le monde. Des piscines municipales aux méga-centres aquatiques, parce qu'il n'y a pas que les piscines familiales, il y a d'autres manières d'aller apprendre à nager. Et ça, on va voir ça en dernière partie de stream. C'est un article un petit peu plus long, un article du Monde diplomatique, signé Philippe Baquet. Voilà. Donc, on va pouvoir y aller, parce que là, je vous ai pas demandé de choisir l'ordre des articles, parce que je fais ça moi-même. J'ai fait une progression que moi je trouve logique. On va commencer par le premier article. Bon, l'enfer des villes. L'enfer des villes. Immeubles trop hauts, bitume omniprésent. Est-ce que, tiens, je vais demander sur le chat. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore?
Ça marche pas? Ça remarche pas? Si, ça marche. D'accord. Je vais faire un sondage. Est-ce que vous êtes en ville ou à la campagne? Alors, cette canicule, vous êtes en ville ou à la campagne? Ou pire, à la mer. Bande de petits salauds. Ça, c'est vrai luxe de bourgeois, ça. Tac, voilà. Parce qu'on va pas tous vivre la même canicule. Alors, bon, bah après, vous connaissez hein, les consignes. Hein. Moi, je suis comme ça depuis... Enlève le slow mode. Et bah écoute, c'est très bien le slow mode. Moi, j'ai le temps de lire. N'oublie pas les montagnards. Oui, c'est vrai. Si je suis en ville, mais sur un autre continent. Bah, t'es pas dans la canicule, ouais, donc tu comptes pas. Il fait combien, là, à Lyon? Je vais regarder, parce que moi, j'ai pas foutu le nez dehors. C'est température Lyon, voilà. 37, il fait 37 ici, ça va. Donc, c'est moins pire que la côte ouest qui est bien exposée. Apparemment, demain, ça monte à 39 chez nous. Mais c'est la West Coast, là. C'est réel, là, ce qui se passe chez vous, là. 93, il fait chaud jour et nuit. Bah ouais, le béton. Fatalement, le béton. Moi, j'ai fait un petit week-end. Alors, tout le monde est en ville, hein, 79% des gens en ville. Et 25% des gens à la campagne. 6% de connards à la mer. Et bah, profitez bien du vent du large. Quoique là, si vous êtes sur la côte ouest, vous avez la canicule quand même. Et ouais, j'ai fait petit week-end à la campagne. Ça fait du bien, on sent que c'est pas du tout le même délire. J'étais à 100 km de là, dans les monts du Lyonnais, chez des agriculteurs, chez des maraîchers. Et bah ça faisait du bien. J'ai vu des jolis chevals aussi. Bref, ça m'a permis de fuir la ville. On va revenir à la ville. Pourquoi ça va pas la ville? Pourquoi ça bouge pas en plus? Parce qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire. Donc mercredi matin, en cette semaine d'étuve qui s'achève, c'est dans le centre de Paris qu'il fait le plus chaud en comparaison avec le reste de la France. 25,7 degrés enregistrés à la station de mesure de l'hôpital Lariboisière entre la gare du Nord et le quartier de la Goutte d'Or. Ce matin, les températures minimales provisoires les plus élevées de France ne sont pas en Corse ni à Nice, mais dans le centre de Paris, remarque ce jour-là le météorologue François Jobard sur un réseau social. Twitter? Non, météo ciel machin, bon, on s'en fout. Quelques semaines plus tôt, le 18 juin, l'architecte Tanguy Le Dantec enregistre 59 degrés au sol, place de la République, en plein soleil caniculaire, sur les dalles minérales privées d'ombre. Le même jour, la Station Spatiale Internationale prend une photo thermique de la métropole. Tout est rouge, sauf les parcs et la Seine. Ah, faudrait foutre une deuxième Seine. Ce serait peut-être pas mal. L'enfer, c'est en effet une ville qui n'anticipe absolument rien du changement climatique et qui l'aggrave. Votre aménagement ultra-minéral de la place de la République était tellement réussi qu'il y faisait 59 degrés en surface le 18 juin dernier. J'ai lu sur Twitter que apparemment, lorsqu'ils faisaient des aménagements de place, tout ça, ils privilégiaient justement les grandes dalles, les grands espaces minéraux, parce que quand il y a de la végétation, c'est beaucoup plus chiant pour repérer qui fait quoi sur les caméras de surveillance. C'est beaucoup plus facile de surveiller sur les caméras un espace dégagé et entièrement plat, sans végétation. Donc voilà, à un moment, il va falloir choisir aussi entre les politiques sécuritaires et avoir des villes vivables, évidemment. Bah mais il faudrait pas que des sans-abri viennent s'abriter sous les arbres, hein, donc c'est mieux de faire ça, quoi. Bon, cela n'a rien de nouveau, cette histoire de Paris tout rouge, là, 59 degrés sur le sol de la place de la République. Ça n'a rien de nouveau, mais c'est justement le problème. Alors que le phénomène d'îlot de chaleur urbain est connu depuis longtemps, les villes ne modifient qu'à la marge leur modèle de développement. Le consensus dominant reste à l'extension du béton pour construire des logements, des bureaux ou des écoles, même si le rythme est ralenti par les règles environnementales, la crise économique ou les effets du Covid. Évidemment, parce que tout ça, crise économique, il y a eu un renchérissement aussi des matériaux, machin, tout ça, il y a moins de chantiers. Ça avance moins cette histoire. Aucune mairie ne veut plafonner la quantité de mètres carrés bâtis, n'autoriser de nouveaux bureaux que s'il n'en reste plus de vacants, réutiliser les délaissés plutôt que de construire, privilégier les parcs sur l'immobilier ou débitumer ces grands axes routiers. Alors, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, dans le quartier prioritaire de la politique de la ville des Malassis, l'extension de l'école Pêche d'Or entraîne l'expulsion d'une bergerie urbaine et la destruction de plusieurs dizaines d'arbres.
Et là, on va dire, bah oui, mais en même temps, c'est une école, tout le monde veut des écoles. Des habitantes en bloquent le chantier depuis le 11 juillet. La nouvelle école sera en béton et en verre, exposée plein sud, alors qu'il existe un projet alternatif pour agrandir l'école tout en la gardant proche des arbres et de la terre, et partager sa cour avec la bergerie. On ne comprend pas, c'est de la folie, se désole Diane Granou de l'association de la défense de l'îlot de la pêche d'or. Oui, dans ce cas-là, en effet, assez bien la bergerie de Malassis. Je connais pas du tout. Mais oui, puis voilà, c'est vrai que faire fouter des arbres dans les... C'est vrai qu'on a tous grandi dans des écoles avec des cours bétonnés. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On bétonne les cours pour moins d'entretien, j'imagine. Mais pourquoi il y a pas d'herbe ou peu d'herbe? Vous savez, vous, il y a une raison pour le bétonnage des cours d'école? C'est pareil, c'est pour mieux voir les enfants, c'est pour pas qu'ils se salissent. Parce que quand ils se courent après et qu'ils se beugnent après, ils se font des grosses croûtes, hein. C'est pour se faire mal quand on tombe, voilà, c'est ça. C'est pour la saleté, ouais, je sais pas. Comme ça, les enfants sont pas crado. Saleté, entretien, insectes, pognon, par habitude, c'est plus simple. Zéro entretien. Ouais, c'est ce que je me disais que c'était l'entretien. C'est-à-dire, bon, si tu vois une cour d'école, d'accord, mais si tu prends les milliers de cours d'école de toute la France, bah oui, là ça commence à peut-être à faire des frais en entretien, mais enfin bon. Le truc c'est que si t'as des grandes terrasses, des grandes pelouses, et que les enfants ils courent dedans, ça devient vite aussi de la terre. Et après ils se dégueulassent. Ah ouais, il y a ça aussi. Imagine qu'il pleuve. Quand il pleut, ils se dégueulassent, ils rentrent, ils ressalissent l'intérieur et tout. Non, si, je commence à comprendre. Mais bon, peut-être qu'il va falloir, peut-être qu'il va falloir revenir là-dessus. Entretien de la salle de classe, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Non, ça se tient. Moi, dans ma cour d'école, il y avait en effet une grande partie bétonnée et autour, il y avait un peu d'herbe, histoire de. Bah ouais, faudrait des trucs mixtes, hein, mais parce qu'il y a des cours où c'est béton, 100% béton. Oui, oui, non, mais bien sûr, à force de jouer dedans, au bout d'un moment, il y a moins d'herbe, c'est vrai, entretien des pelouses et tout. Bon, bref. Là, en tout cas, ils veulent tout bétonner, alors qu'ils auraient pu partager la cour avec la bergerie. On revient à Bagnolet. La mairie assure que la ferme sera à terme réinstallée sur le site, qu'un pâturage alternatif est proposé et que 2 arbres seront plantés pour chaque abattage. Mais le havre de nature sera détruit et le troupeau chassé de son lieu de vie. Les défenseurs de l'îlot ont eux aussi mesuré la température. Le 17 juin dernier, il faisait 34,5 degrés sur le trottoir extérieur et 30,5 degrés sous les arbres de la bergerie. Ouais, donc ça c'est au niveau du sol, ouais, bon d'accord. Là vous voyez la photo, hein. Là, à l'extérieur, et là, dedans, bah oui, il fait plus frais, il y a de l'herbe et tout, c'est mieux. À Meaux, en Seine-et-Marne, si tu nous regardes, Jean-François Copé, 12 marronniers vieux de plusieurs dizaines d'années ont été abattus début juillet pour réaménager un parc municipal, le square Georges Brassens, le fameux square Georges Brassens, et lui donner une forme de guitare. Mais c'est du génie, ça. L'édile, Jean-François Copé, a expliqué sur un réseau social, donc on en arrive vraiment à Jean-François Copé, que les arbres étaient malades et que le nouveau lieu serait 6 fois plus végétalisé. Mais les marronniers étaient hauts de 11 à 14 mètres et sont remplacés par 16 érables de 6 à 8 mètres, dont la canopée sans commune mesure laisse à penser qu'il s'agit d'arbres d'ornement. Proteste des habitants sollicités par Mediapart, la mairie n'a pas répondu à nos questions. Bon, très bien, tant pis, Jean-François Copé. À Vitry-sur-Seine, le réaménagement du lycée Chériou doit causer l'abattage d'une 50aine d'arbres centenaires. Des riverains et des riveraines ont calculé que cela représentait 5000 ans de croissance végétale et que pour compenser l'équivalent en captation de CO2 de ces coupes, il faudrait replanter 3200 arbres de 5 mètres de hauteur. Une pétition est en ligne et la région demande désormais l'étude d'un plan alternatif. Vous voyez, ça sert aussi à ça, hein, les collectifs d'habitants, la politique localement et tout. Vous avez vous aussi peut-être des chantiers un peu absurdes autour de chez vous, et c'est bien beau, la grande politique, machin, mais il y a sans doute des trucs qui se jouent pas loin de chez vous, vous pourriez être utile, signer des pétitions, emmerder le maire, sur des petits trucs comme ça. À Paris, porte de Montreuil, 76 arbres ont été abattus en avril pour laisser la place à 40 000 m² de bureaux, un hôtel et des commerces développés par Next City. La mairie assure vouloir désartificialiser en créant une place végétalisée au-dessus du périphérique, mais là non plus, la compensation n'efface pas la coupe rase. Pour le groupe Paris des Amis de la Terre, la mairie détruit un square, abat 300 arbres et dit compenser la perte des espaces verts avec... Et elle dit compenser la perte des espaces verts avec une dalle de 5000 m² au-dessus du périph'. C'est une opération de spéculation immobilière. On en arrive là, c'est-à-dire, là on arrive à un des premiers blocages.
Au-delà des habitudes, du fait qu'on aime bien le béton, qu'on a un peu de mal à changer les habitudes, voilà, en face on se retrouve aussi face à des promoteurs, mais face à des rentrées éventuellement, des rentrées d'activités, etc. C'est bien pour l'aménagement du quartier, la vie économique passe parfois et souvent avant la végétalisation par exemple. Voilà. À l'échelle du Grand Paris, près d'un quart des stations du Super Futur... On va finir le café. À l'échelle du Grand Paris, près d'un quart des stations du super futur grand métro là, sont construites en portant atteinte à des terres agricoles ou à l'état naturel. L'équivalent de 100 terrains de football va être détruit. Bah oui, mais il n'y a pas une histoire de Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. C'est important ça, les Jeux Olympiques. Il y a les grands projets dont parlent les médias, mais ce ne sont pas les plus emblématiques de ce qui se passe. Souvent, ce sont 10, 20 ou une cinquantaine d'arbres qui sont abattus, et ça se démultiplie dans plein d'endroits différents, explique Marie-Catherine Arrighi du Groupe National de Surveillance des Arbres, une association créée en 2019. Donc il y a des gens qui surveillent les arbres, bah c'est bien, il en faut. Le phénomène touche le cœur des villes, par exemple le vaste complexe immobilier autour de la gare d'Austerlitz à Paris, destruction de jardins ouvriers par des logements sociaux à Besançon, quartier des gares dans le Grand Paris, etc. Et donc ça touche les villes et les zones périurbaines. En Ile-de-France, la région la plus peuplée, le volume de terre consommé reste important. Le schéma directeur de la région, le SDRIF, autorise toujours l'artificialisation de 1315 hectares par an à l'horizon 2030, soit plus de 900 terrains de foot chaque année, donc on continue d'artificialiser. Après ça dépend pour quoi faire, hein. C'est sûr si c'est pour faire des trucs dont on a besoin, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand ça part dans des bureaux hyper modernes, machin, pour des projets immobiliers absurdes, ou pour les JO, bon, ça fait déjà un peu plus chier quoi. Or, les surfaces imperméables, comme l'asphalte et le bitume, emmagasinent la chaleur dans la journée et la rejettent la nuit. La densité des immeubles et des infrastructures l'empêche de s'échapper dans l'atmosphère. Pendant une extrême chaleur, les façades des immeubles deviennent des radiateurs en format géant. Météo France a modélisé la température à 2 mètres du sol de Paris et à Boulogne-Billancourt en 2020, lors d'une précédente canicule. À 3h du mat, il faisait 29 degrés dans certains quartiers. Plus on s'éloignait du centre, plus l'air se rafraîchissait. 26 degrés à Saint-Maur-des-Fossés, 23 degrés au bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes, ou 21 degrés dans le parc de la Poudrerie à Villepinte. La nuit, on mesure en moyenne 2,5 degrés de plus dans la capitale que dans les zones rurales voisines, calcule Météo France. Cette différence peut monter jusqu'à 10 degrés en été. Lors de précédentes canicules, il a fait 12 degrés de plus au cœur du Grand Paris qu'à Melun, à une cinquantaine de kilomètres. Donc, c'est-à-dire que voilà, l'artificialisation, ce serait partir du principe que on en a peut-être déjà assez fait en artificialisation, c'est déjà invivable les fournaises qu'on a, en rajouter c'est peut-être un petit peu beaucoup, donc il faudrait au contraire, à la limite, raser des trucs et faire des parcs partout. Hausse de température, sécheresse, risque d'inondation. Le dérèglement climatique met en crise le modèle des villes. Face à cette évidence, les plans de rafraîchissement et de renaturation urbaine se multiplient. Donc là, on va arriver aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, là, on voit bien qu'il y a toujours la même logique, hein, continue de bétonner. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Car pour continuer à grossir et à construire, les communes ont compris qu'elles avaient besoin de remettre de la nature en ville. Et pour réussir ce périlleux exercice d'équilibriste, elles misent tout sur l'installation massive d'arbres. Paris en veut en planter 170 000 d'ici 2026. Lyon en prévoit 10 000 de plus, partout où c'est possible. Alors Lyon va... C'est bien, moi je veux bien qu'ils foutent des arbres partout, plus qu'à Paris même. Lille mise sur 20 000, Meaux en prévoit carrément 25 000, Montpellier veut en planter 50 000 d'ici à 2026, et la métropole de Bordeaux coiffe tout le monde au poteau. Ah, c'est eux les meilleurs, mais oui, mais c'est les écolos. Hein. Comment il s'appelle, Pierre Humric coiffe tout le monde au poteau en annonçant 1 million d'arbres. Mais pourquoi pas 1 milliard, Pierre Humric Chaque fois, je sais jamais. Alors, vous me dites, il y a des retards niveau espace vert sur Lyon. Oui, mais c'est là, Grégory Doucet, toi, t'es peut-être en train de te glander sur ton PC, mais pendant ce temps-là, Grégory Doucet, ça se trouve, il est en train de planter des arbres sous la canicule. Tu sais pas. Urmic, c'est Urmic. 2 arbres pour chaque habitant, allez. Ouais, puis ça occupe les enfants, là, tu leur fais planter des arbres aussi. Le SNU, là, il plante pas des arbres, là, plutôt que de faire des pompes et des Marseillaises. Vous avez vu ce truc là du SNU là où ils leur ont fait faire des pompes nocturnes là en punition collective, enfin, tellement débile, le mec a démissionné hein, quand ça s'est su. Il a démissionné avec un autre, c'était un ancien militaire évidemment.
Il y avait des gens qui pleuraient et tout. Il y avait une meuf, elle était en pleurs parce qu'elle a dit toute la journée qu'elle avait mal au bide et on l'a fait lever la nuit pour faire des pompes et rien à foutre, rien à foutre. Bref, c'était pas le sujet. Bon, le SNU il plante pas les arbres, apparemment. J'espère qu'ils vont planter des arbres. Faut mieux pas planter maintenant, ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien de planter des arbres? Ah, en été peut-être? Non, j'en sais rien. Il faut des séquoias pour faire de l'ombre au gratte-ciel. Bordeaux, ils ont besoin d'1 million d'arbres pour rattraper la perte. Moi, j'ai des souvenirs de Bordeaux, vraiment de grandes étendues, justement, pavées, de grandes étendues de dalles énormes. Vu qu'il vient de cramer 14 000 hectares de forêt à Bordeaux. Ils vont se dessécher. Mais il y a peut-être des arbres, voilà, faut planter les bons, voilà, j'en sais rien, moi. Alors, il y a des spécialistes des arbres qui vont bien trouver des trucs à planter. Peut-être pas maintenant, peut-être qu'on plantera en septembre. Mais vous chipotez là. Hein, faut pas les planter maintenant. Faut les planter au printemps. Voilà, très bien. On va les planter au printemps. Donc ça n'a pas été fait. Grégory Doucet, il a pas fini. Bon, les chiffres des arbres, là, tout le monde veut planter des arbres, c'est merveilleux, et bien ces chiffres sont hallucinants et hyper inquiétants, dit Marie-Christine Arrigui, celle du groupe de surveillance des arbres, là, car des arbres jeunes, dont la longévité n'est pas certaine, ne remplacent en aucune façon des arbres matures. Bon, déjà, ça je comprends l'argument, ok. C'est pas, on va, d'accord, parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas tenir, machin, des promesses d'1 million d'arbres, ça fera peut-être pas faire 1 million d'arbres au final, ok. Bon. C'est bien ça, la Rockstar qui dit Lille a proposé 4 scénarios possibles pour l'aménagement d'une place, dont un jardin, tout ça là, machin, c'est bien. Il y a des quais à Bordeaux, c'est très pavé, il y a quelques parcs, mais pas tant que ça. Montreuil. C'est ça, ouais, va falloir attendre avant d'avoir de l'ombre, et puis surtout, ces parcs ils vont consommer quand même aussi pas mal de flotte, enfin oui. Donc c'est une question de priorité, quoi. Donc elle a dit, les arbres matures, il faut déjà garder tout ce qu'on a, arrêtez d'en couper. C'est-à-dire, tous ceux dans les projets que vous avez vus juste avant, qui disent ouais on coupe, mais on va replanter, elle a dit non, ça c'est inquiétant, parce qu'on va peut-être pas replanter aussi bien, ils vont peut-être pas tenir, rien ne vaut un arbre qui est déjà là. C'est la surface foliaire qui compte, c'est-à-dire la masse de feuilles et l'ampleur de la cime pour créer de l'ombre et de la fraîcheur et accueillir de la biodiversité. Or, le suivi de ces forêts urbaines n'existe pas toujours, résultat... Ils plantent, mais les arbres claquent et les gens se retrouvent sans arbres du tout. Voilà, moi je savais pas ça. Je savais pas du tout. Eh bien, par ailleurs, si on soustrait le nombre d'arbres matures... Vous savez, cet été, on va faire plus d'écologie. Hein. Parce que vous savez bien que c'est pas nécessairement le fort de cette chaîne. J'avais dit qu'on allait... faire un peu moins de politique politicienne. Là, j'avais des papiers de politique politicienne, mais typiquement, aujourd'hui, on va parler du réchauffement climatique, mais sous l'angle social. Ça, c'est la deuxième partie, mais la première partie, écologique, et des politiques écolo. On va essayer de se focus un peu là-dessus et d'arrêter. On a fait assez des petites polémiques. Bref. Moi, au moins, j'apprends des trucs. Parce que je savais pas que planter des arbres c'était aussi hasardeux et qu'ils claquaient tous et que c'était pas magique, quoi. Donc maintenant vous le saurez, quand on vous promet 50 000 arbres ou je sais pas quoi, dites-vous que non. Par ailleurs, si on soustrait le nombre d'arbres matures coupés à ceux qui sont plantés, on arrive parfois à un résultat négatif, ajoute-t-elle. À Vitry, la ville gérait 9 000 arbres en 2009, mais plus que 6 600 en 2022. Selon les élus d'opposition réunis au sein de Vitry en Mieux, une perte nette de 2400 arbres, malgré la communication municipale autour de la plantation de 7000 arbres. L'association plaide pour protéger le patrimoine arboré des villes plutôt que d'entrer en compétition de la plus grosse plantation. Surtout que c'est facile de dire je vais vous planter 7000 arbres, je vais vous planter 1 million d'arbres sur un plan sur 5 ans. Tu sais pas si c'est pas le premier truc qui va être rogné dès qu'il y aura un problème de budget, ce qui pourrait arriver, etc. etc. Vous voyez l'idée. Donc, il faut garder les arbres qu'on a déjà. Il faut laisser les arbres dans le sol, en pleine terre, et ne pas les planter sur les toits et les terrasses des immeubles, ni sur des dalles au-dessus des routes, ni dans des pots ou des bacs. Ces modes de végétalisation artificielle précaires ne sont pas du tout équivalents aux véritables espaces verts, explique Pierre Hulin, urbaniste. Alors nous, avec Gérard Collomb, c'était assez merveilleux. Quand c'était l'été, il disait on va mettre du verre, et il nous sortait des bacs énormes. Et il les posait sur les trottoirs, voilà, des bacs avec de la terre et des arbres dedans. Et puis après, l'hiver, ils les enlevaient. Je sais pas où ça allait, ce truc-là.
Mais voilà, bon, c'est un peu du trompe-l'œil en termes de. C'est exactement ce que Pierre Hulin il dit qu'il faut pas faire. Mais bon, c'est Gérard Collomb. Alors voilà, petite carte de la chaleur à Paris. Ouh, il fait chaud. Ouh là là, dis donc. Pourquoi il fait frais là? C'est quoi, c'est un jardin là? Ça doit être un jardin. Bon. Paris vu de la station spatiale. C'est quoi? C'est les Tuileries? Dites-moi, c'est quoi le jardin, les Parisiens là? C'est les Tuileries, j'avais bon, ok. À peine nommée à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a annoncé débloquer 500 millions d'euros pour renaturer les villes. Je suis pas fan du mot renaturer. Y a pas végétaliser, ça suffit pas. Renaturer, c'est bizarre. Bon. Canopée urbaine, végétalisation de façades, plantation d'arbres, désimperméabilisation des sols, valorisation des cours d'eau, etc. L'idée est de cofinancer des initiatives portées par des collectivités locales. À ce stade, donc, en gros, il y a une initiative pour les collectivités locales. Ils vont pouvoir demander des fonds spéciaux du gouvernement, 500 millions d'euros, qui vont venir aider un peu partout à faire des petits projets de renaturation. On va voir ce que ça donne. L'idée, donc, un dispositif qui est pour l'instant, nous dit Jade Lingard de Mediapart, trop flou pour être évalué. Une communication du nouveau ministre de l'écologie Christophe Béchu est attendue, à moins qu'elle ne tombe dans l'escarcelle d'un autre membre du gouvernement, toujours en plein désordre de prérogatives ministérielles. Je crois que c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était peut-être le cas au moment de l'article, je sais pas de quand il date l'article. Mais les îlots de chaleur urbains, ce n'est pas un problème qui s'attaque tout seul, explique le chercheur Jérémy Bernard. Le sujet est vraiment systémique. Ah bah tout est systémique maintenant, alors là... De toute façon, dès que tu sais pas, tu dis oh avant on disait c'est trop compliqué, maintenant on dit c'est systémique. Voilà. Bon, le sujet il est systémique. L'isolement social est un facteur d'augmentation du risque de coups de chaud. Donc ça, sur les îlots de chaleur urbains, ça veut dire quoi ça? La climatisation chez soi rafraîchit les personnes qui passent leur journée à domicile, mais en rejetant de la chaleur à l'extérieur, elle augmente les températures en ville. Ça, je connaissais ce truc-là. Et en même temps, je comprends que ceux qui crèvent de chaud, il y a des appartements. J'ai le camarade Mr. Fox, je suis déjà allé chez lui, c'est une fournaise. Et quand il met la clim, ça devient vivable. Moi, ça va si je ferme tout. Là, pour l'instant, c'est vivable. Pour l'instant, c'est vivable avec 37 degrés dehors, ça va. Mais j'ai fermé les volets dès le matin. Fermé les volets et les fenêtres dès le matin. L'isolement social est donc un facteur de... Puis ça va dépendre de la nuit aussi. La climatisation chez soi, donc rafraîchit les personnes qui passent leur journée à domicile, mais rejette avec le gros tuyau la chaleur à l'extérieur, ça augmente la température des villes. Bruit et confort thermique intérieur sont fortement liés dans des zones où il est compliqué d'ouvrir les fenêtres sans être gêné par des bruits de scooter. Végétaliser sans arroser peut limiter la performance de la végétation. Or, l'eau devient une ressource rare en été, ça je vous l'avais dit, ça je l'avais vu venir. Je m'étais dit, tiens, ces milliards d'arbres, va peut-être falloir les arroser. Et vous voyez, je commence à intégrer l'écologie, hein, doucement, mais ça arrive. Avoir des voitures à l'ombre permet une moindre utilisation de la climatisation et moins de polluants émis dans l'atmosphère, mais ne contribue peut-être pas à une moindre utilisation des véhicules motorisés. Tout est interconnecté. Bon, d'accord, les bagnoles, tout ça, ça c'est le chercheur Jérémy Bernard qui dit, tout fait système. Et tout est compliqué. Bah, si c'est systémique, c'est compliqué. Si c'est compliqué, c'est systémique. Les 3/4 des habitants et habitantes du Grand Paris sont exposés à un effet fort ou moyen d'îlot de chaleur. On parle de stress thermique. Si l'organisme ne se repose pas pendant la nuit, il a plus de peine à supporter la chaleur le lendemain. Mais en journée, la hauteur des bâtiments profite aux passants, si elle crée de l'ombre. A l'inverse, les quartiers résidentiels protègent moins les personnes présentes dans la rue en journée, mais libèrent plus facilement la chaleur le soir. Sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris, le nombre des journées chaudes pourrait s'approcher de 3 mois complets par an dès le milieu du siècle. 3 mois complets par an! Ah ouais! Estime Météo France, les températures y seraient encore plus élevées que dans le reste de l'Île-de-France. Cela occasionnerait des conséquences sanitaires dramatiques, surtout pour les personnes âgées et les populations précaires. Dans le scénario pessimiste, si les émissions de gaz à effet de serre restent trop massives, les vagues de chaleur deviendraient possibles de début mai à mi-octobre, tout en devenant beaucoup plus fréquentes au cœur de l'été. Moi, il y a un truc qui me fait peur, hein. C'est que la bourgeoisie... là, j'ai vu ce week-end un mec qui rentrait de Las Vegas et ça m'a fait me souvenir du truc à Las Vegas où, quand j'y étais allé avec Relmiup, Cœur de Vandale, avec Relmiup, Nico et Walmart il y a quelques années. Et en fait, tu peux faire une ville où tout est climatisé, où tout est frais. C'est possible, hein, c'était tellement débile. Las Vegas, c'est quoi? Ça peut faire 40-50 degrés la journée dehors. Là, tu sors, c'est un mur de chaleur. Tout est évidemment climatisé. Et dehors, il y avait même carrément
des brumisateurs qui balançaient de l'eau fraîche, mais toute la journée, quoi. Pshht, hop, comme ça. Pshht. Donc on peut dépenser plein de pognon, et peut-être que la bourgeoisie va être tentée de le faire, parce que là je me disais 3 mois de canicule par an pour des vieux, et après je me suis dit, oui mais c'est les vieux de Neuilly, ils ont de la thune, ils vont faire en sorte que leur truc reste vivable. Une mairie comme Neuilly, est-ce que vous pensez qu'elle va pas arriver à rendre son truc vivable? Ou Dubaï, ouais tiens, vous parliez de Dubaï. Moi je me méfierais de la capacité des bourgeois à faire évoluer que leur truc à eux, quitte à rendre le tout pire pour les autres. Notamment ces histoires de climatiseurs, quoi. C'est tout à fait possible. Donc je pense qu'il va falloir... Parce que moi je me disais même, putain, si les vieux, ils peuvent plus vivre dans Paris, bah c'est bien, ils vont se barrer. Et puis ça va faire baisser les loyers, ça va être bien. Mais non, en fait je me dis, bah non, c'est des vieux qui vivent à Paris, c'est des vieux riches, donc ils vont rester. Ils vont rester et ils vont faire en sorte que ça s'améliore pour eux, quoi. Bref. 3 mois complets donc de journées chaudes au milieu du siècle, hein, donc de 2050. Cela occasionnerait des conséquences sanitaires dramatiques, surtout pour les personnes âgées et les populations précaires. Alors moi je dirais surtout pour les populations précaires, et les plus âgés chez les précaires évidemment, mais chez les plus riches des personnes âgées, il y a moyen qu'ils s'en sortent. Dans le scénario pessimiste, si les émissions de gaz à effet de serre restent trop massives, les vagues de chaleur deviendraient possibles de mai à mi-octobre, tout en devenant beaucoup plus fréquentes au cœur de l'été. Les effets sur la santé sont massifs. Vivre dans un quartier plus chaud multiplie par 2 le risque de décès. La perte d'autonomie pourrait multiplier les risques de décès par un facteur de 4 à 10. Et le fait de dormir dans une chambre sous des toits mal isolés par 4. Il faut penser le rafraîchissement de la ville à l'échelle de l'agglomération et pas seulement au niveau du piéton urbain, estime l'urbanisme Pierre Hulin. Le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, avec ses centaines d'hectares de terres agricoles, permet de créer un couloir thermique rafraîchissant sur Paris. Voilà, c'est le différentiel de température et les ouvertures dans le tissu urbain, avec des immeubles de hauteur différentes, qui créent des appels d'air et donc rafraîchissent la ville. Dans nos métropoles hyper denses, tout compte pour faire baisser la température. Façade claire, toit réfraîchissant, pas de climatisation. À Stuttgart, peut-être qu'à un moment, il va falloir interdire les climatisations. C'est-à-dire, tu dis... avec des normes, tu dis si vous êtes, on va vous aider à atteindre les normes en termes d'isolation et de machin, repeindre votre façade, truc réfléchissant. Et je suis désolé, si votre bâtiment il est bien hermétique, vous ne le rafraîchissez pas comme ça, juste vous fermez quoi. Vous fermez, vous gardez la chaleur de la nuit, et ça suffit. Hein? On interdit. Ouais, c'est chiant d'interdire. Hein. Moi je suis pour l'écologie punitive, moi je m'en bats les couilles moi. À Stuttgart, la ville revoit son urbanisme en étudiant la circulation des vents venus des montagnes et vallées alentours, pour s'adapter aux nouveaux besoins de ventilation. J'ai rien compris à la phrase que je viens de lire. Alors, la ville revoit son urbanisme en étudiant la circulation des vents venus des montagnes et vallées alentours pour s'adapter aux nouveaux... D'accord, ok. D'accord, c'est mignon. De nombreuses collectivités lancent des actions de débitumisation de cours d'école. Ah, on y revient aux cours d'école, ça y est. Apparemment, on va les débitumiser. Ben c'est vrai que tu as vu le nombre d'écoles qu'il y a dans une métropole comme Lyon. Lyon crée des vergers urbains pour permettre aux habitants et habitantes de renouer avec la terre nourricière. Ça va être un repère de babos, ça encore. La ville a aussi réaménagé l'une de ses grosses artères, le boulevard Garibaldi, afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Très bien. Des corridors écologiques ont été introduits, permettant un aménagement cyclable à double sens et une promenade piétonne plantée. Et ben c'est bien. Vous voyez, on peut utiliser les ingénieurs pour faire des trucs bien aussi. Hein. New York a peint en blanc 900 000 m² de toit pour abaisser la température dans les bâtiments et réduire l'usage de la clim. Des études alertent néanmoins sur la pollution au plastique créée par l'érosion des revêtements urbains. Ah, donc tu peins et après ça s'érode et ça fait du plastique? Mais c'est infernal ce truc. Barcelone végétalise et rend piéton un tiers des rues de son célèbre centre-ville. Montréal a verdi des dizaines de kilomètres de voies. Ah oui, pareil, hein, piétonisons, interdisons aux voitures aussi, pareil, pas de problème. Les villes font plein de choses, mais à une vitesse lente, constate Marjorie Musy, directrice de recherche au CEREMA, car pour remettre de la nature en ville, il faut revenir en arrière sur l'imperméabilisation des villes et retrouver des sols. Créer des nouveaux aménagements, en ce sens, c'est possible, mais ça demande des études et des travaux, et donc du temps et de l'argent, deux ressources déjà bien atteintes par la crise économique et les bouleversements du climat. Voilà, très bon article, merci Jade Lingard pour Mediapart. Voilà, donc et maintenant qu'on est en pleine canicule, mais la canicule des années
des années 2022, je vous propose, pour faire une petite virgule, qu'on se plonge ensemble dans la canicule de 2003. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont trop jeunes, qui ont moins de 20 ans. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, que les plus de pas mal d'années ont connu, et donc trop bien connu, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. C'était la canicule de 2003. Et on va regarder ce qu'en disait Béatrice Schoenberg et le JT à l'époque. C'était quoi une canicule à cette époque-là? C'était vraiment, vous allez voir Xavier Bertrand à l'époque où il était ministre de la Santé, je vous rappelle, 2003, Mitterrand, Chirac, alors je crois que c'est Villepin, Premier ministre, je sais plus. On va voir ça ensemble. Et vous allez voir Xavier Bertrand, le prouteur, il me semble. Le mercure bat des records, je vous le disais en titre. On n'avait pas vu cela depuis un demi-siècle dans moins 6 villes de France. Le thermomètre s'est envolé hier, la canicule est là, la chaleur s'installe avec des températures qui frôlent à Lyon, plus de 36 degrés et davantage à Albi. Claude Sampère. Vous voyez, 36 degrés à Lyon, c'était la canicule. Aujourd'hui, c'est un lundi. C'est un lundi, bon, un lundi d'été, mais on a fait 36 à un autre moment, un peu plus tôt, il y a quelques semaines. Voilà, 36 degrés à Lyon. Donc vous imaginez bien, je pense que je sais pas si on va voir les températures, mais ça devrait pas être la Bretagne de maintenant. La Bretagne devait être encore un peu tranquille. Température de l'eau 24 degrés, température extérieure 30-35. Avec la chaleur de ce mois de juin, toutes les plages de France, comme ici près de Montpellier, connaissent déjà une fréquentation digne des mois de juillet-août. Hier, des records ont été battus dans 6 villes, Lyon, Albi, Mâcon, Aubenas, Gourdon et Ambérieu-en-Bugey. Des températures entre 36 et 38 degrés, du jamais vu. Toute la France croule sous la chaleur, comme ici à Avignon, et chacun se débrouille comme il peut pour se protéger. Un mouchoir mouillé pour me rafraîchir. C'est efficace? C'est très efficace, ça rafraîchit. Aux années, je ne craignais pas, mais cette année, je crains beaucoup la chaleur. Comment vous faites pour vous en prémunir? Ben, je bois beaucoup. Voilà, je bois beaucoup. Je bois 1,5 litre d'eau par jour. Comme à chaque période de canicule, les enfants et les personnes âgées sont les personnes qui souffrent le plus. À Besançon, depuis le début de la semaine, 3 personnes sont décédées suite à des problèmes de déshydratation et les médecins renouvellent leurs conseils de prudence. Il faut se mettre à l'ombre, il faut voir que tout ce que vous savez maintenant sur le fait de s'hydrater, de fermer les volets, de fermer les fenêtres, etc., tout ce que vous savez, à l'époque, il y a plein de gens qui le découvrent, qui ne savent pas, qui n'ont pas les habitudes, qui vont boire l'apéro comme on boit l'apéro d'habitude, sans se dire non, là au contraire, peut-être pas se déshydrater avec de l'alcool, faut s'hydrater. Bon, il y a plein de trucs que, à l'époque, j'ai envie de dire, on découvre aussi. Et il y a énormément de morts. Là, je crois que c'est le début. Vous voyez des records de chaleur qui sont depuis évidemment battus et qui devraient être battus encore aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Pensez à boire d'ailleurs, hein, tant qu'on en parle évidemment. Voilà. Il faut se vêtir en conséquence, donc pour permettre l'évaporation. Il faut s'hydrater abondamment, très important, il faut boire beaucoup. Et il faut réfrigérer l'air ambiant par un ventilateur éventuellement qui permet l'évaporation de la sueur. Plusieurs départements sont déjà en alerte sécheresse, comme la Saône-et-Loire. L'arrosage des cultures et le lavage des voitures est sévèrement limité. Et cette vague de chaleur devrait se poursuivre dans les prochains jours. Et je parle même pas du remplissage des piscines aussi. Moi, quand je vous parlais d'économie punitive, d'écologie punitive, je suis assez chaud pour qu'on réglemente aussi ce truc des piscines. C'est quoi ces piscines? Sérieux. Réfrigérer avec un ventilateur, c'est vachement optimiste. Je sais pas, il a dit que ça permet l'évaporation de la sueur. Il a dit ça, hein, il est médecin, il doit savoir. Hein. Bon. Maintenant, la politique, quand même, un petit peu, sur l'écologie. Face à l'urgence climatique, une réponse politique pas encore à la hauteur. C'est un article de Rémi Barou et Audrey Garrick. Canicule, incendie, inondation, la crise climatique touche toujours plus durement la France, hein, comme le reste du monde, illustrant les derniers rapports du GIEC qui a appelé à des mesures immédiates, radicales, pour garantir un avenir vivable. Alors, je vais me rafraîchir la gueule, parce que là, j'ai un peu chaud, donc moi, un petit coup de frais sur la gueule. Je reviens tout de suite. Et on va parler des mesures politiques qu'il faudrait mettre en œuvre.
Et ça fait du bien. Donc, on en était où? Canicule, machin, tout ça. Donc, et puis je suis allé me chercher de l'eau que j'avais mis au congèle. Et qui n'a pas eu le temps de congeler, mais qui est juste fraîche comme il faut. Alors, j'essaie de vous lire, mais je vois rien. Alors, la France suffoque de nouveau. Bon, ça, normalement, on sait. Depuis le début de la semaine, elle subit une canicule dont l'intensité pourrait surpasser celle de 2003. Il me semble que oui, hein, on vient de la voir, on vient de voir des images de 2003, ça m'a l'air un peu plus hardcore. Une nouvelle épreuve, alors que le pays avait déjà été frappé par une vague de chaleur inédite par sa précocité mi-juin. Dans ce contexte de températures brûlantes et de sécheresse, les pompiers sont sollicités sur tous les fronts et ont déjà dû affronter plusieurs vastes incendies en Gironde, dans le Gard, les Cévennes, le Var ou les Pyrénées-Orientales. Les intempéries qui ont frappé le pays entre fin mai et début juillet ont par ailleurs occasionné près d'1 million de sinistres, dont le coût est estimé à 3,9 milliards d'euros par France Assureur. Donc ça, j'imagine, c'est la grêle, le machin, les trop grandes flottes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des... Mais oui. Non mais c'est débile. La crise climatique donc touche toujours plus durement la France, hein, comme le reste du monde, illustrant les derniers rapports du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui montraient que le dérèglement s'intensifiait dans toutes les régions à des niveaux sans précédent. Alors que le GIEC appelait début avril à des mesures immédiates, radicales et dans tous les secteurs pour garantir un avenir vivable, la réponse du gouvernement français n'est pour l'instant pas à la hauteur. Elle progresse, mais reste insuffisante, a averti le Haut Conseil pour le climat. Alors je sais pas qui y a dans le Haut Conseil pour le climat, qui les nomme, qui est là, quelle est cette institution française, hein, j'imagine. Il est présidé par une climatologue, Corinne Lequéré, composée de 13 membres désignés pour 5 ans et choisis pour l'heure. Choisis pour l'heure quoi? On sait pas, mais enfin bon, apparemment c'est des... C'est un conseil scientifique à propos, voilà, c'est ça. Alors, ça date de 2018, le Haut Conseil pour le climat, présidé par Corinne Lequéré, climat, économie, agronomie, transition énergétique. Il est chargé d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. Donc, c'est indépendant. C'est là pour dire des recommandations. Il a vocation à apporter un éclairage indépendant. Alors, ils n'arrêtent pas de dire indépendant. Le Haut Conseil a été installé le 27 par Macron. Hein. Ses membres sont choisis pour leur expertise dans les domaines de la science, machin. Ouais, mais choisis par qui? Bon, bah bref, hein, on va voir. En tout cas, pour l'instant, le HCC, il dit que ouais, on progresse, mais pas assez. Non, c'est pas par qui ils sont nommés, je sais pas. Mais ça doit être marqué, mais j'ai la flemme de chercher. Bref. Donc dans son 4e rapport annuel, il a dit que c'était pas assez de toute façon le Haut Conseil. De sorte que des risques majeurs persistent de ne pas atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, selon l'instance indépendante qui appelle à un... Ah, elle est indépendante, hein, l'instance du Haut Conseil pour le climat. Hein. C'est très très indépendant. Et elle appelle à un sursaut de l'action climatique. Bon. Des sources d'inquiétude sont multiples. Si les émissions pour 2019-2021 sont dans les clous, c'est principalement dû aux effets de la pandémie, ça d'accord, et au report d'une partie de l'action à plus tard. Les mesures mises en place aujourd'hui ne suffisent pas à nous mettre sur la bonne trajectoire, observe la climatologue, la fameuse climatologue Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, qui est indépendant, je le rappelle. Par ailleurs, l'Union européenne a relevé ses objectifs climatiques pour 2030, de sorte qu'il reviendra à la France d'accroître considérablement ses efforts. Voilà, le rythme annuel des réductions des émissions devra doubler, soit une accélération sans précédent, préviennent les 13 experts. En gros, là, on est dans les clous grâce à la pandémie. Et après, il va falloir faire beaucoup mieux, alors que, en gros, il faudra en faire 5 fois plus, quoi. En parallèle, la France, qui n'est pas prête à faire face aux impacts déjà visibles du dérèglement climatique, doit également mettre en place une réelle stratégie d'adaptation, rappelle le Haut Conseil pour le climat, en toute indépendance, évidemment. Donc déjà qu'on n'est pas prêt pour tenir les objectifs de gaz, d'émissions de diminution des gaz à effet de serre, mais alors pour l'adaptation, on n'y est pas non plus apparemment. La pression est d'autant plus grande que le gouvernement est sous le coup de 2 décisions de justice, du Conseil d'État et du tribunal administratif de Paris, lui enjoignant de prendre des mesures supplémentaires. Ces derniers mois, d'autres autorités avaient noté le retard accumulé par le pays, l'autorité environnementale jugeant même que la transition écologique n'est pas amorcée, c'est même pas, elle est pas bien finie, elle n'est pas amorcée.
Une urgence dont le chef de l'État assure avoir conscience. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique, ou ne sera pas, avait affirmé Emmanuel Macron, candidat à sa réélection lors de son meeting à Marseille le 16 avril. Ça, c'est quand il était entre les deux tours, hein, je sais pas si vous vous souvenez, il essayait de draguer l'électorat de Mélenchon, il nous avait dit que des dingueries. Bon, apparemment, il va mener une politique écologique. Gage de cette volonté d'accélérer, il a installé à la tête du gouvernement une première ministre directement chargée de la planification écologique et énergétique, Elisabeth Borne, ancienne ministre de la transition écologique lors du premier quinquennat de Macron. Autre innovation, la création d'un secrétariat général à la planification écologique rattaché à la première ministre. Donc un secrétariat général, pour faire quoi en plus? Ah oui, parce qu'il y a un secrétaire général de Matignon qui s'occupe de Matignon. Et donc là, il y aura un deuxième secrétariat général qui lui s'occupera juste de la planification écologique. En gros, c'est pour dire que c'est sous la tutelle quand même du Premier ministre et que c'est à Matignon, quoi. Son objectif, engager l'ensemble du gouvernement dans cette transition et concrétiser la promesse du chef de l'État d'aller 2 fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ok. En septembre, le nouveau secrétariat enverra des feuilles de route à chaque ministère et organisera une formation des ministres, de leur cabinet et des fonctionnaires aux questions climatiques. Ah oui, ça avait fait beaucoup discuter, notamment dans les milieux climat. C'était une initiative. Alors, qui était à la base de cette initiative? Est-ce que c'était Aurélien Barraud? Est-ce que c'était Jean Covici? Je ne sais plus. L'initiative, c'était de former mieux les ministres. En fait, les pauvres ministres, ils aimeraient bien faire des trucs plus écolos, mais ils sont pas assez formés sur l'écologie. Ils ont pas bien compris. C'est pas qu'ils veulent pas, hein. C'est pas qu'ils veulent pas ou que l'essentiel des prérogatives de leur ministère vont contre les engagements écologiques de Macron. C'est que non, c'est qu'ils sont pas bien formés, donc il leur faudrait un petit stage. Hein, toujours cette idée, c'est Mathieu Orphelin pour les députés, Cyril Dion et toute sa clique, je sais pas qui c'est, Janco avec le Shift Project, ouais c'est ça. En gros c'est de dire, en fait nos gouvernements, c'est juste qu'ils sont pas bien formés, quoi. Vous pensez pas juste qu'ils savent très bien ce qu'ils font, qu'ils soient formés ou pas, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que l'écologie s'en battent les couilles, et qu'ils arbitrent systématiquement pour d'autres priorités, parce que idéologiquement, c'est comme ça, c'est leur famille, ils servent les intérêts du marché, de la bourgeoisie, etc. Et tant que le marché n'aura pas trouvé un intérêt immédiat à procéder à la transition écologique et à baisser de lui-même ses émissions de gaz à effet de serre, eh ben ils vont rien bouger. Ça sert à rien de les former ou de pas les former. Vous croyez que chez Total, ils sont pas formés? C'est eux qui avaient les meilleurs chiffres, hein. Ils savaient depuis les années 70 qu'il allait y avoir un réchauffement climatique. Seulement si c'est pas leur intérêt, ils vont rien changer, quoi. Bon bah c'est un peu pareil pour le gouvernement. Je dis si c'est pas leur intérêt parce qu'ils servent la bourgeoisie, nanani nanana. Ok, c'est peut-être un peu abstrait pour vous de s'imaginer que le gouvernement n'est jamais que l'émanation d'une certaine partie de la population, d'une classe sociale qui nous dirige selon ses intérêts et sa logique. Mais je vais vous le dire un peu plus simplement. Imaginez que rentre en collision un objectif environnemental important et l'objectif de la réélection d'un certain nombre d'entre eux ou de la victoire dans des élections à venir. Voilà. Hein. Ce qui va de pair avec ce que je disais, hein, c'est-à-dire la réélection peut être subordonnée au fait de bien servir le groupe dominant qu'ils sont censés bien servir. Vous voyez, c'est articulé les deux, hein. C'est pas juste ils feront n'importe quoi pour les élections. C'est juste, en effet, ils ont été élus par un groupe ils vont faire la politique de ce groupe. Et s'ils ne font pas la politique de ce groupe, ils vont se retrouver avec ce groupe à dos. Ce groupe, c'est la bourgeoisie qui va lui taper dessus, Imaginons un scénario complètement... Allez, scénario fou. Les ministres ont une formation. Ils ressortent de la formation, mais transformés, quoi. Ils sont là, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Plus jamais. Total, là, hop, on nationalise ça. Là, on fout des taxes partout. Là, on interdit ceci. Plus de voitures dans les centres-villes. Il faut absolument qu'on arrête. On métamorphose complètement notre modèle agricole parce qu'en plus, on a pollué les sols et tout pour les nappes phréatiques. Mais faut tout revoir, c'est complètement fou. Imagine. Mais il y a des gens, ils vont dire, mais moi, j'ai pas voté pour ça, moi. Moi, j'ai pas voté pour ça. Il y a la classe dominante qui va dire, ça va la NUPES là? Si vous voulez faire de la NUPES, vous allez dans la NUPES. Ici, c'est Macron, hein. On vous a pas élu pour ça. Donc, il va y avoir toute la presse de droite qui va leur taper dessus. Ça va être un enfer. Enfin, non, mais vous voyez bien que ce scénario est quand même peu probable. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Bref.
Autre innovation, la création donc les formations. Voilà, tout ça c'était pour dire génial, on va former les ministres et leurs cabinets et les fonctionnaires aux questions climatiques. La gouvernance de la transition climatique a été renforcée, c'est un bon signal, estime Benoît Légué, le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat et le membre du Haut Conseil au climat. Vous savez, c'est le truc indépendant qui appelle maintenant à passer à la mise en œuvre. Très bien. La gouvernance de la transition climatique a été renforcée. Bon. Ça veut dire juste qu'il y a un secrétariat d'État en plus, quoi. Je crois que c'est ça hein, que ça veut dire, juste. L'urgence climatique, largement absente de la campagne électorale, s'est-elle réellement imposée en tête des préoccupations du gouvernement ? La guerre en Ukraine et la crise énergétique mettent à mal l'accélération de la transition écologique. Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le 6 juillet, Elisabeth Borne a certes annoncé que son gouvernement engagerait des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Mais l'urgence écologique n'a été évoquée qu'en troisième position. Après l'enjeu du pouvoir d'achat et le défi du plein emploi, surtout, les mesures annoncées répétant les grandes lignes du programme du candidat Macron n'ont pas répondu aux attentes que l'usage du terme radical, inédit pour une chef de gouvernement, pouvait susciter. Difficile aussi de ne pas relever que Christophe Béchu, le nouveau ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a été rétrogradé dans l'ordre protocolaire de la 5e place occupée par sa prédécesseur Amélie de Montchalin à la 10e place, juste devant son binôme à la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Cet ordre trahit des priorités. Nicolas Hulot était entré en 2017 dans le gouvernement d'Édouard Philippe à la 2e place avec un titre de ministre d'État. Contrairement à l'ancienne icône de l'écologie, les deux nouveaux ministres sont par ailleurs peu connus pour leurs engagements en la matière, ce qui ne préjuge pas de leur action ministérielle, mais compte en matière de symboles. Et vous vous rappelez que Nicolas Hulot avait un ministère du coup de plein exercice, voilà, c'est ce que c'est rappelé, que le mec, bon, énorme violeur et tout, mais bon, on pouvait le supposer sincère sur les questions écolo, et il a été entravé de bout en bout par Bercy, c'est-à-dire que même si t'as quelqu'un qui est motivé, si t'as Bercy à côté qui a décidé de pas te donner les arbitrages, et si les autres ont... Oui, il a démissionné, oui. Et si le gouvernement continue de discuter avec tous les lobbies, alors que ce soit la FNSEA, que ce soit le lobby des chasseurs, que ce soit n'importe quel autre lobby, vous imaginez bien les lobbies des énergies industrielles, etc., ça sert pas à grand-chose. Donc là, on a en plus des mecs pas motivés, parce que c'est pas leur truc, hein. Elisabeth Borne, oui, elle a eu un peu le ministère. Agnès Pannier-Runacher, la meuf, elle sort d'école de commerce, elle est complètement allumée. C'est la meuf de la magie, hein. L'industrie, hein. C'est pour la magie. Hein. C'est une meuf qui est là pour... c'est une meuf qui est matrixée par les séminaires d'entreprise et tout. Elle est complètement fumée. Amélie de Montchalin, bon, c'était pareil, tu me diras. Mais elle a dégagé, au moins, c'est toujours ça de prix. Et Christophe Béchu, pareil, mec de droite, quoi. Mec de droite qui en a rien à foutre de l'écologie, c'est pas son truc non plus. Lui est tellement plus motivé pour faire des trucs de droite. Faites-lui faire des trucs de droite. Mais bon, voilà, c'est fou, il y a personne qui voulait y aller à l'écologie aussi. Bref. Contrairement à l'ancienne icône de l'écologie, les deux nouveaux ministres, donc l'ancienne icône, c'est, j'imagine, Hulot. Les deux ministres, voilà, sont pas connus. Voilà. Promettant une écologie de l'action, le pôle vert du gouvernement fait savoir qu'il est déjà sur le terrain. Alors qu'Emmanuel Macron a reconnu lors de son entretien télévisé du 14 juillet qu'il faut mieux se protéger face aux éléments de sécheresse et de canicule. Les services de Matignon et des ministères finalisent le mécanisme de l'assurance récolte, une loi votée en février pour faire face aux risques climatiques et aux calamités. Le gouvernement travaille aussi sur un fonds de 500 millions d'euros destiné à la renaturation des villes, on l'a vu juste avant. Le président a également promis un plan de sobriété énergétique. Alors, vous vous rappelez, il y a encore quelques années de ça, il nous disait « Mon modèle, ça n'est pas le modèle Amish ». Et c'est rigolo parce que là, ça y est, maintenant, il y est un peu contraint, et davantage à cause de la guerre en Ukraine et du prix, de la flambée des prix de l'énergie, à mon avis. Mais il est un peu contraint à nous présenter maintenant son modèle Amish à lui, et finalement, on s'y met, hein. Un enjeu devenu crucial dans le double contexte des crises énergétiques et climatiques. Fin juin, début juillet, le gouvernement a lancé 3 groupes de travail avec l'objectif de réduire de 10% la consommation énergétique dans les 2 prochaines années. C'est terrible, hein, parce que finalement, cette guerre en Ukraine, là-dessus, va nous aider à accélérer un petit peu. C'est-à-dire, évidemment, quand il y a de l'énergie pas chère et que ça fait tourner la machine et que ça fait tourner l'économie, tu y vas, quoi. Dès que l'énergie commence à être chère, ah bah là tu te dis, ah ok d'accord, on va peut-être économiser. Ouais, pour la planète, ouais c'est ça, ouais, pour la planète, ouais, on va économiser, ouais. Les rencontres organisées avec l'administration, les entreprises, les partenaires sociaux et les grandes surfaces devront déboucher en septembre sur des feuilles de route et des engagements.
Les acteurs du logement seront eux aussi bientôt réunis. À l'automne, on lancera une campagne pour aider les citoyens à être plus sobres via des éco-gestes ou des mesures d'efficacité énergétique. Oh, alors lui, eux, ils vont nous casser les couilles. C'est-à-dire que on se foutait de la gueule des écolos quand ils nous emmerdaient avec le pipi sous la douche. Et parce que c'est ça, hein, c'est une mesure de sobriété. Le pipi sous la douche, c'est pour pas faire une chasse d'eau en plus, tu pisses sous ta douche. Et on se foutait de la gueule des écolos. Les écolos en sont un peu revenus du pipi sous la douche. Mais au moment où les écolos en reviennent et disent non, il faut des trucs plus. Hop là, t'as les macronistes qui sont arrivés. Et là, ils vont arriver, et là, ils vont partir en mode pipi sous la douche, tous autant qu'ils sont. Et vous éteignez bien la lumière, et c'est pas Versailles ici, et machin. Bon, bah heureusement, maintenant les écolos ils sont de notre côté. On va pouvoir les faire chier pour des trucs un peu plus sérieux, mais ils vont nous faire chier avec ça maintenant. Putain. Ah, mais c'est obligé, hein. Caca dans le bain, pipi sous la douche. Le gouvernement donc a lancé 3 groupes de travail. Ça on l'a vu, donc la campagne nulle. On a 4 mois de retard par rapport à la guerre en Ukraine. On a l'impression d'être dans un bateau qui prend l'eau, mais sans arriver à boucher les trous, relève cependant Delphine Batho, députée NUPES des Deux-Sèvres. Preuve que le gouvernement ne mesure pas la gravité du réchauffement climatique. Une question de sécurité nationale, selon l'ancienne ministre de l'écologie. Il n'a inscrit aucune mesure relative à la sobriété au sein du projet de loi pour le pouvoir d'achat. Ah oui, en cours à l'examen à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai qu'il aurait pu, oui. Un décalage en comparaison avec l'Allemagne, davantage dépendante du gaz russe, où le Bundestag a récemment voté un plan d'économie d'énergie impliquant notamment la limitation du chauffage à 20 degrés l'hiver dans les bureaux individuels. C'est une opportunité pour les députés de s'affirmer, assure Jean-Marc Zulessi, député Renaissance des Bouches-du-Rhône et président de la commission du développement durable de l'Assemblée, promettant des amendements dans ce sens. Alors là, l'urgence, évidemment, c'est de faire sauter... Alors bon, c'est pas dans le projet pouvoir d'achat, hein, c'est pas dans le projet de loi pouvoir d'achat, c'est dans le projet rectificatif de loi de finances, du projet de financement de je sais pas quoi, qui va être discuté jeudi à l'Assemblée, mais la suppression, par exemple, de la redevance. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus politiques, là, en ce moment, vraiment. C'est-à-dire, il n'y a ni urgence à ça, ni rien. Vraiment, la suppression de la redevance, c'est vraiment un truc purement politique. C'est-à-dire, on va casser un peu les jambes du service public pour qu'ils cassent moins les couilles. Bon, alors ça, c'est urgent, ça. Mais alors, les trucs climatiques, la sobriété, le machin, ça, on verra toujours plus tard. Là, l'urgence. Alors qu'il y avait des textes qui passaient, qui auraient pu intégrer des trucs comme ça. Donc, ça va être aux oppositions d'essayer de caler des amendements. Redémarrage d'une centrale à charbon. Bah tiens. Pire, le gouvernement aggrave le problème en tentant d'augmenter l'importation des énergies fossiles les plus sales du monde, le charbon et le gaz de schiste américain, dénonce Delphine Batho. Le texte prévoit d'une part de redémarrer temporairement, souligne-t-on à Matignon, la centrale de charbon de Saint-Avold, en Moselle, ou Saint-Avo, pour limiter le risque sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Cet hiver, compte tenu de la faible disponibilité des centrales nucléaires et des risques sur l'approvisionnement en gaz. D'autre part, il vise à accélérer le projet d'un terminal méthanier flottant au large du Havre en prévoyant des dérogations procédurales au code de l'environnement. On est en train de préparer l'importation des fameux gaz de schiste dont on ne voulait pas, et en prévoyant des dérogations au code de l'environnement. Mais mec, la priorité, c'est pas tellement le climat, etc., c'est vraiment beaucoup plus la crise de l'énergie, l'Ukraine, etc. quoi. Porté notamment par Total Energy, il doit être mis en service, donc ce fameux terminal au large du Havre, mi-2023, et importerait du gaz naturel liquéfié, du GNL des États-Unis ou du Qatar. Des mesures conjoncturelles pour parer à l'urgence, qui n'invalident pas l'objectif de sortir des énergies fossiles. Assure le ministère de la Transition énergétique. Un scandale climatique qui aurait pu être évité, rétorque Anne Brignot, notamment si la France avait atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Elle est le seul pays de l'UE à ne pas les avoir tenus. La coordinatrice des programmes au réseau Action Climat dénonce derrière les discours une action qui n'est toujours pas au rendez-vous dans les principaux secteurs émetteurs, les transports, l'agriculture, les bâtiments. Pour l'instant, les investissements et les aides sont insuffisantes pour sortir des véhicules thermiques, développer le rail, accompagner la transition agroécologique ou la rénovation performante des logements, énumère-t-elle. Le système de leasing à 100 € pour les voitures électriques, une promesse du candidat Macron réitérée par Elisabeth Borne, est une bonne idée, mais il est dommage qu'elle soit décalée et ne figure pas dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est quoi le leasing à 100 €? Vous savez ce que c'est, vous, le leasing? Tiens, dites-moi, moi je bouge pas de là tant que je sais pas ce que c'est que le leasing. Location? Ah, c'est juste la location?
Louer des bagnoles, putain, bah faites des trains là, putain. On peut pas dire location plutôt que leasing, c'est quoi ça encore? Pour 100 € par mois, bah oui, bah ça s'appelle une location. Et après, avec option d'achat, d'accord, tu l'achètes à la fin, ok. Bon. Ça va être cassé avant ce truc là. Bref. Même constat sur le report à la rentrée de la présentation du projet de loi d'accélération et de transition énergétique qui portera sur les énergies renouvelables et peut-être également sur le nucléaire. Donc là on parle d'un projet de loi accélération, ça sera à la rentrée ça? Ah bah oui, c'est ça en fait, ça aurait pu ne pas être à la rentrée mais ça a été reporté à la rentrée, le premier grand projet de loi écolo de cette nouvelle mandature. Ça donne à penser que l'écologie n'est pas un thème sur lequel il est facile de trouver des compromis, regrette Léo Cohen, ancien conseiller au ministère de l'écologie. Il y a une phase incompressible de concertation, répond-on, au ministère de la Transition énergétique. D'ici là, Agnès Pannier-Runacher annoncera des mesures réglementaires pour améliorer le déploiement du solaire, de l'éolien ou du biogaz. À votre avis, Agnès Pannier-Runacher, elle veut concerter qui pour son projet de loi? Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire le tour des patrons en disant « S'il vous plaît, est-ce que ça pour vous c'est acceptable ?» Comment on pourrait dire « Allez !» Voilà. Parce qu'il ne faut pas tordre le bras des patrons quand même. Faut les concerter. Et donc, le projet de loi de finances rectificative examiné à l'Assemblée la semaine prochaine contient une rallonge pour le dispositif MaPrimeRénov', destiné à la rénovation des logements, et le bonus écologique afin de changer de véhicule. Le budget ou la future loi de programmation énergie-climat, attendue au premier semestre 2023, seront autant de tests de l'ambition du gouvernement pour accroître les efforts, mais aussi les moyens alloués à la transition écologique. On verra à ce moment-là qui pilote vraiment la transition écologique en France, prévient Léa Falco, membre du collectif d'étudiants pour un réveil écologique. Voilà, bon bah c'est bien, c'est pas mal. Donc si je résume les grands points, on a tenu nos engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais limite et en fait uniquement grâce à la pandémie. Ça va se compliquer dans les années à venir. On n'a pas du tout tenu nos engagements en matière de développement des énergies renouvelables. Alors pourquoi ? Pourquoi? À cause d'Areva? À cause de Total? À cause de qui? De quoi? Quel lobby? Qui a pesé pour qu'on n'ait pas ce parc que sont arrivés à se constituer certains de nos voisins? Pourquoi on est plus nul? À un moment, il va falloir qu'on ait des réponses, hein, je pense quand même. Pourquoi on est nul? Pourquoi on fait exprès d'être nul, là, comme ça? Par quoi on est tenu, aussi? Très bien, bon. Voilà où on en est en 2022. Ça n'était certainement pas ça qu'on attendait quand les petits-enfants de 1962 s'imaginaient l'an 2000. Et ce sera la petite pause clope pour moi. On va se regarder ensemble cette petite vidéo charmante. Bon, vous voyez, vous, ce que c'est l'an 2000? Eh ben, ça aurait pu être autre chose. On va regarder les boomers qui nous ont foutus dans la merde. Hein, c'est parce que typiquement c'est ça, hein, on est dans les... On va regarder des boomers, des jeunes boomers, nous expliquer ce que eux avaient prévu pour l'an 2000. Ben, ça s'est pas, manifestement, ça s'est pas passé comme prévu. Hein. Dis-moi, ça sera beau l'an 2000? Oui, oui. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui. Parce que tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein? Comment ça va être? Ben, tout aura changé déjà. Tout aura changé? Ce sera du luxe. Et puis? Ce sera des grandes maisons, des terrasses, des piscines. Et puis encore? Les maisons folles. Nous, on aura des cuirasses en fer. Et puis, les trains, ils auront des ailes. Ils ont des réacteurs, ils voleront. Je pense que ça sera magnifique. Comment tu vois l'an 2000? Bah, je vois avec... Franchement, les trains qui volent, c'est super con. Hein. C'est quoi les rails? C'est quoi les rails qui volent? Ça veut rien dire. Et franchement, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel? Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les voitures passent en dessous terre? Oui. Et les gens, comment sont-ils, les gens? Bah, ils seront habillés comme en ancien temps, avec des chapeaux haute forme. Dis-moi, ça sera bien l'an 2000? Enfin, oui, je trouve bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'an 2000? Ce sera un peu moderne, changé. Ce sera certainement très différent. Putain, le prolo, il a tout compris. Hein. Le gars, il y a le bruit de la machine derrière et tout. Bon, on sera dans la merde, hein, pour changer. Lui, il a tout capté, lui. Différente du monde actuel. Comment ce sera? Bien, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur... Alors là, c'est de l'enfant de bourgeois. Attention, monsieur a mis des lunettes. Monsieur va au lycée. Attention. Sur de nombreux domaines, sans doute. Dites-moi, d'après vous, ce sera beau l'an 2000?
C'est-à-dire je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir le monde. Pas toutes ces guerres, les événements maintenant. Ce sera pas beau? Non, non. Pourquoi ce sera Il y pas aura des beau? maisons partout. Et le coin de verdure, tu en vois des coins de verdure quand même? Non. Pas du tout? Non. L'an 2000, c'est irréel parce que j'ai peur de devenir vieille. Putain, elle a une tête hypnotisante. Il n'y a pas de vie dans son regard. Ça fait, il y a un peu entre la Joconde et un truc mort, on sait pas. Et j'aurai 54 ans en l'an 2000. Je n'espère pas les avoir. Mais si je les ai, j'essaierai de vivre avec mon temps. Je suppose que le progrès sera déjà bien loin de ce qu'il y a maintenant. Et j'espère qu'on aura fait beaucoup de choses encore pour les enfants. Qu'on leur aura donné un enseignement plus pratique que maintenant. Comment ça, plus pratique? En tout cas, si ça peut te rassurer, sache que, en effet, le niveau scolaire va monter sans cesse et les gens seront de plus en plus diplômés et de plus en plus d'enfants. Parce qu'il faut rappeler le contexte, hein, dans les années 60, si je disais de l'autre qu'il n'était allé qu'au lycée, c'est parce que déjà, dans les années 60, les enfants de bourgeois allaient au lycée, les enfants de prolos n'allaient pas au lycée, hein. Ils allaient même pas au collège, ça dégageait avant, après la primaire, hein, c'est aussi vite possible. Bon bah voilà, elle au moins, elle dit l'éducation. Alors je sais pas ce qu'elle veut dire par pratique. Peut-être qu'elle veut dire, je sais pas. Pour le progrès, ce sera quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Alors, est-ce que tu as entendu parler des algorithmes? C'est pour ça que l'an 2000, ça me fait peur. Ce sera en tout cas plus agréable que le XXe siècle, ou que notre époque actuelle. Les maisons, même si ce sont encore des grands immeubles, seront vitrées, l'air y pénétrera librement et on pourra, ils seront plus agréables à habiter que certaines cités d'immeubles maintenant à peu près intenables. C'était déjà intenable dans les années 60. Écoutez bien, hein, vous voyez, là, on a des lunettes, on a des livres derrière, on est chez des enfants quand même qui ont un petit peu d'éducation, c'est intéressant son truc, on aura des immeubles aérés, des grandes vitres. Alors des grandes vitres, bon... oui, mais là, en fait, on veut plutôt isoler, si tu veux, parce qu'avec la canicule et tout... Comment tu vois les maisons? Rondes. Rondes? Et sur quoi tiennent-elles? Sur la terre. Alors là, vous avez des réponses plus rustiques. Il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de bibliothèque derrière. On aura des maisons rondes sur la terre. C'est déjà bien. Pour les immeubles, je vois des immeubles en plastique. Oh, bah on voilà une bonne idée, tiens. Ça c'est bien, ça, des immeubles en plastique. Avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance. Et qui s'assembleront, qui seront soudés. Les maisons, pour moi, ce seront des grands immeubles en verre. Un peu comme au port de Rotterdam, je crois, ou Amsterdam, je sais pas. C'est comme ça que tu vois la ville? Oui, mais avec des arbres et assez espacés, quoi, les immeubles. Ah, déjà, il y a des arbres, il y a des immeubles en verre. Bon, on se rapproche un petit peu, hein. Elle a pas tout à fait tort. Ta maison, comment elle sera ta maison d'ouvrier? Ah bon, ça sera dans un gratte-ciel parce qu'il n'y aura plus de pavillon, il n'y aura plus de petit immeuble, rien du tout. Et tu seras très haut? Oh, ça dépend de la hauteur qui nous logeront. T'auras envie de quoi? Assez fort pour pas tomber. Vous savez, les maisons, avec tous les taudis qu'il y a maintenant, je ne sais pas si on peut envisager des belles maisons en l'an 2000. Et les rues autour des maisons, comment seront-elles? Il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura des petites rues. Et où se passera la circulation alors? Dans le ciel. Il faudra atterrir où? Les toits seront plats. On pourra circuler sur les toits. Puis dans les rues. Le véhicule, ce sera une espèce de voiture avec des formes assez pointues qui avancera sur un coussin d'air. Ah, du coussin d'air. Bah, ça me dit, les formes pointues. Alors, par contre, je trouve que si tu mets des formes pointues et des coussins, on va peut-être avoir des accidents. Et puis encore, comment... Sans carburant, qu'est-ce que tu vois comme carburant? Du carburant, un gaz qu'on trouvera sur la Lune. Dis-moi, tu vois un véhicule pour l'avenir? Oui, une espèce de petite sphère avec une bille à la base qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout, absolument partout. Puis ça irait aussi dans les airs. Est-ce que tu vois une vie extérieure à la planète Terre? Oui, mais
Ça me paraît très possible, puisque maintenant, il y a des astronautes. Mais c'est effrayant. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont plus des hommes. Ils sont devenus des hommes qui vont dans la Lune. Je crois qu'il y aura tout de même Lui, il a un accent de ouf. Une coopération pacifique dans la conquête de la Lune et des autres planètes. Mais je ne vois certainement pas une lutte une lutte sur la Terre pour la conquête de l'espace, non. Je crois que celui qui découvrira ou qui mettra le premier le pied sur une planète s'en assurera la possession. Sûrement, il y aura la guerre avec les Martiens, les hommes des planètes. Tu vois des planètes extérieures à la nôtre? Ah oui, c'est vrai. Et comment vois-tu ton voyage dans la Lune? Imagine que tu fasses ton service militaire dans un groupe astral. Comment te vois-tu habillé? Comment vois-tu ta vie? Je sais pas, on sera habillé avec des combinaisons anti... En aluminium, tout en aluminium. Radiation atomique, des choses comme ça. Et qui est-ce qui se battra? Des hommes de la Terre ou des hommes avec d'autres hommes d'ailleurs? D'autres hommes d'ailleurs? Est-ce que tu as peur de la guerre? Enfin non, ça me fait pas peur. Tu crois qu'il y aura la guerre? Enfin oui. Et qu'est-ce que tu feras toi? Enfin, je sais pas, là je resterai sûrement ici. Alors, faut évidemment se remettre dans le contexte des années 60, hein. Vous voyez bien qu'on est dans la course à l'espace, on est dans la guerre froide, on est dans la peur aussi de l'hiver nucléaire. Donc ça se ressent, hein. Il y a des combinaisons anti-radiation, c'est très tourné vers l'espace et tout. Et tu fais un soldat? Ah oui, ça bien sûr. Mais ça te fait pas peur? Ah non. Vas-y, dis-moi ce que tu voulais me dire. Enfin, ça me fera peut-être pas peur maintenant, mais quand j'y serai, ça me fera peut-être un peu peur. Oh, la guerre, elle ne pourra sans doute pas être supprimée. Si la technique n'assagit pas les hommes et va dans le sens de la violence, il est certain que les guerres prendront de plus en plus d'ampleur. Est-ce que le progrès te fait peur? Oui et non. Le progrès donne une nette amélioration. Oui, c'est ça, c'est Jean-Eudes. Jean-Eudes, c'est pas mal, hein. La technique n'assagit pas les hommes. En gros, les progrès de la technique vont nous assagir, et parce que sinon, s'il y a plus de violence, il y aura plus de guerre. Là, il l'a déduit tout seul. Et en effet, bon, on s'est quand même assez peu servi de l'arme atomique. C'est un truc qu'on a réussi, quand même. Un truc où on s'est pas trop chié dessus. Ok, il y avait les armes atomiques, mais bon, on en a pas trop eu l'usage, quoi. Sans doute dans la vie de l'homme, de tous les hommes. Par contre, il peut conduire à des excès qui sans doute se termineront justement par la guerre. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir? Eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront peut-être pas contenir tout ce qu'ils trouveront. Ce sera la fin du monde s'il y a la guerre maintenant, avec les bombes qui existent. Tu te vois pas soldat? Ah non. T'aimerais pas être soldat? Ah non, 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 ça. Ce serait terrible parce que, comme on sera certainement dans l'ère atomique, si les gens font la guerre, eh bien, ils détruiront tout. Sauf plutôt au contraire qu'il y aura plus de guerre. Il y aura plus de guerre? Non. Enfin, les moyens de destruction sont tels que finalement la guerre sera plus possible. Je crois que vers l'an 2000, l'Europe sera ou aura tendance à s'unifier. L'Europe, peut-être le monde, s'il est prouvé que nous aurons affaire à d'autres vies, à d'autres sociétés dans les planètes. Peut-être une union des États de l'Europe, et en tout cas une égalité dans tous les pays. Ah bah ça, l'égalité, qu'il y ait n'a jamais été aussi proche. Puissance égale, un équilibre sur toute la Terre. Comment vois-tu les gouvernements sur la Terre? Des gouvernements démocratiques et qui feront régner la paix. Faire de la politique? Non. Ça t'intéresse pas? Tu crois que c'est pas utile? Non, c'est vrai. Oui, comme les prolos, déjà la politique ça les intéresse moins, alors que les bourgeois ils ont tous un petit mot à dire sur l'avenir du monde, la construction européenne et tout. Ça m'intéresse pas. Je sais pas comment ça sera, mais moi je voudrais qu'on soit assez libre, que
on puisse s'exprimer comme on veut, qu'il n'y ait pas de différence de classe, enfin qu'on soit libre. C'est le communisme, ça, ma grande. S'il n'y a plus de différence de classe. Bah, on n'y est pas. Scoop, on n'y est pas. Que tout le monde soit libre. Le gouvernement, tu vois un gouvernement national ou un gouvernement international? Au national. Gouvernement national. Un gouvernement pour le monde entier. Toute la Terre, genre une seule langue, une seule monnaie. Moi, je crois que il n'y aura pas de gouvernement international, il y aura toujours une division entre pays. Mais peut-être certains petits pays disparaîtront-ils pour se fondre en fédération. Tu vois des pays ou un pays? Un pays. Un seul. Un seul? Qui est-ce qui gouvernera ce monde? L'Amérique. La Chine. L'Amérique. Je sais pas, parce que je pense que quand même... Putain, cette mentalité américanisée, quoi. Vraiment, on est là. Bon, c'est l'Amérique, hein, c'est normal, c'est les chefs. C'est normal. La Russie, c'est quand même un pays qui a de l'avenir, quoi. Qui est-ce qui va le diriger? Plusieurs chefs. Moi, je connais pas. Ce sera un russe, un américain, un français, un anglais? Un russe. Et où tu le vois, ce gouvernement du monde? Où est-ce qu'il s'installe? Oh, dans ce pays, mais je sais pas, Oh, la France est très bien, je la trouve très bien, très jolie. À Rome, avec le pape. Ce sera un régime de quelle forme? Liberté sans être liberté. Une liberté bien dirigée? Oui. Est-ce que le chef sera un militaire ou un civil? Un civil. Un civil. Est-ce que l'armée aura une grande importance? Oui. Est-ce que tu vois des pauvres ou des riches? Ben, à mon avis, il y aura beaucoup plus de riches. Parce que comme ils font des études, ils auront tous une belle situation. Ok, Bourdieu. Et en plus, non seulement il y en aura plus, mais ils seront encore plus riches. Parce que les riches de ces années-là, ils étaient moins riches que les nôtres. Hein. Tu vois que ça existera encore en l'an 2000, les patrons? Bon, bien sûr, il y aura toujours des pauvres et des riches, ça changera pas. Là, tu vois, ça c'est les prolos, ça. Depuis tout petit, on leur dit de toute façon, ça changera pas. Il y aura toujours des patrons, il y aura toujours des exploités. Hein. La résignation du prolo. Et toi, qu'est-ce que tu seras? Oh, bah, pauvre. Un pauvre? Ah oui. Toi, qu'est-ce que tu seras, un patron ou un ouvrier? J'espère être un patron. Ça t'égale d'être ouvrier? Bah ouais, moi ça me fait rien. Moi je travaille, je ramène ma paye. T'es content? Comment est-ce que ça va marcher, la vie? T'auras un patron ou il n'y aura pas de patron ou quoi? Il n'y a pas de patron. Pas de patron? Ce sera toi le patron ou bien? Non, quand même pas. Il y aura des patrons et puis des ouvriers, ça c'est obligé. Comme toujours? Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans? Oh, je serai un pauvre ouvrier comme maintenant. Pourquoi un pauvre ouvrier? Parce que on pourra pas avoir pour apprendre, tout ça. Est-ce qu'il y a des patrons pour toi dans l'an 2000? Oh non, j'aime pas les patrons. J'aime mieux que tout le monde soit égaux, quoi. C'est-à-dire que il y aura plus de patrons et moins d'ouvriers, étant donné que tout se fera automatiquement. Qu'est-ce que tu aimerais, vivre dans un monde de patrons ou un monde d'ouvriers? De patron. Et toi, qu'est-ce que tu serais? Je serais patron. Et t'aurais pas d'ouvriers? Ah, si, un peu, mais pas beaucoup. Il y aura plus de machines. D'après toi, l'avenir est à qui? À l'ouvrier ou au patron? Bah, à l'ouvrier. Non pas à tous les hommes. Eh bah, super mignon. Bon, bah, on n'en est pas là. Hein. Il y a encore des patrons, il y a encore des ouvriers. Alors oui, il y a eu un peu d'automatisation, mais enfin bon, ils ont pas vu venir la société de service. C'est terrible, ça. Ils sont bêtes, ces enfants des années 60. Ils comprennent pas hein, les métamorphoses. Internet, aucun a parlé d'Internet. Alors là, les martiens, il y a du monde, mais alors Internet, non. Hein. Bon, très bien. Maintenant, vous savez de quoi on va parler. On va parler de natation, parce que, bon, voilà, il fait un temps à aller à la piscine municipale, ou à aller dans la piscine familiale de vos parents, ou la vôtre, peut-être, si vous êtes un patron et pas un ouvrier. Voilà. Comment on apprend à nager dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas des inégalités qui sont en train de se creuser et qu'on peut mesurer là-dessus sur la faculté d'apprendre ou non à nager à ses gamins? Apprendre à nager n'est plus donné à tout le monde. Et puis on va se regarder une petite archive sur la natation scolaire des années 60-70. Voilà, on commence en 68.
où on apprenait aux gosses à l'école à nager et que ça faisait partie un peu du cursus. Depuis combien de temps vient-elle la piscine? Alors attendez, qu'est-ce que... C'est pas fort, hein. Bon, l'archive est pas forte, je suis désolé, j'ai pas plus fort que ça. Tu sais nager? Oui. Fin des années 60, les écoliers français investissent les piscines publiques. La natation scolaire commence seulement à se généraliser. Pourtant, elle est obligatoire depuis 1879. À Angers, où seul un bassin est disponible pour 90 classes, des cars sont mis à disposition des élèves. Ça permet chaque année à 3000 enfants de passer dans la piscine et de bénéficier d'une très large initiation à la natation. La natation fait partie intégrante du programme scolaire, au même titre que les maths ou le français. Mais son enseignement reste limité, car la France manque d'équipements. Monsieur, que pensez-vous de l'apprentissage de la natation scolaire? Je serais très bien, mais il manque beaucoup de piscines. L'appel est entendu. 1971, le gouvernement réagit. Il lance l'opération 1000 piscines. Le but, favoriser l'accès de la natation à un maximum d'élèves. Ces piscines sont d'un prix relativement peu élevé, 1 200 000 francs, et seront surtout livrées clé en main, c'est-à-dire sans les aléas de la hausse des prix. L'opération bénéficie à des centaines de communes. Des infrastructures sortent de terre, comme ici à Saint-Raphaël en 1974, avec la construction d'une piscine tournesol. La charpente métallique de ce type de piscine, vitrée et fermée en hiver, coulisse sur elle-même à 180 degrés en été pour s'ouvrir du côté où brille le soleil. Grâce à ces piscines préfabriquées, les cours de natation se normalisent à l'école. Exemple à Roubaix en 1977. Qu'est-ce que tu fais ici? Je plonge. Ben, je m'amuse avec mes copines. Je plonge et puis il y a tous des petites gouttes qui volent. Aujourd'hui, la natation scolaire est obligatoire pour tous, du primaire au lycée. Cette année, en revanche, pas de cours pour les élèves. Les piscines sont toujours fermées en raison de la crise du Covid-19. Conséquence, environ 800 000 élèves n'ont pas pratiqué la natation. Alors en effet, c'était une période particulière que celle du Covid qui a vraiment creusé pour le coup les inégalités d'accès à l'apprentissage de la nage, ça c'est sûr. Donc la France possède le plus grand parc de piscines familiales privées d'Europe, mais beaucoup de ses enfants ne savent pas nager. L'école ne peut toujours pas remplir sa mission. Vous voyez que sa mission, ça fait longtemps qu'elle l'a, hein, cette mission. D'autant que les stades nautiques publics font place à des espaces de loisirs coûteux, de moins en moins conçus pour l'apprentissage. Résultat, on compte encore 1000 décès par noyade chaque année. Donc c'est un article de Philippe Baquet pour Le Monde Diplomatique. C'est dans le numéro qui est en kiosque en ce moment, celui de juillet 2022. Oh, piscine d'Évreux en 1984, mais dis donc. Une échelle posée depuis les jardins ouvriers sur la clôture métallique qui les sépare du chantier du futur centre aquatique d'Aubervilliers permettait d'avoir un aperçu de l'avancée des travaux en février 2022. Les 4000 m² qui furent naguère des allées de légumes et d'arbres fruitiers sont devenus un champ dénudé et terrassé où s'activent des ouvriers autour d'une foreuse et d'une énorme bétonneuse. Nous nous sommes enchaînés à cet engin la semaine dernière pour retarder le bétonnage des parcelles que nous défendions et dont nous avions été expulsés. Nous les appelions le JAD, le jardin à défendre, en référence à la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, explique Madame Dolores Mijatovic, l'une des jardinières du lieu. On revient, vous avez vu, au thème d'avant, bétonisation ou pas. Dès le choix de la France d'organiser les Jeux Olympiques de 2024, la mairie d'Aubervilliers a souhaité accueillir le complexe aquatique des épreuves. C'est finalement la ville de Saint-Denis qui a été retenue. Madame Meriem Derkaoui, l'ancienne maire communiste d'Aubervilliers, a juste pu prétendre à la création d'un complexe sportif destiné à l'entraînement des compétiteurs. Ce projet de 33 millions d'euros, financé pour un tiers par la Société de livraison des ouvrages olympiques, l'établissement public Solidéo, a été repris par Madame Karine Franklet, la nouvelle maire Union démocrate et indépendant, UDI. Il est constitué d'un bassin de 50 mètres, homologué pour les compétitions, d'un bassin de 25 mètres accessible à tous les nageurs, ainsi que d'une halle de loisirs avec sauna, hammam, salle de gymnastique et solarium. La mairie envisage de déléguer la gestion à l'un des grands groupes privés du secteur. Nous nous opposons... attendez, je suis pas abonné? Mais je suis abonné! Attendez, attends, ça m'avait fait pareil la dernière fois, je vérifie que je suis abonné. Je vais aller dans les paramètres. Eh ben, pourquoi je suis pas abonné? Mais c'est terrible. La version... Bah oui, la version numérique. Ah, attendez. Est-ce que je me serais pas planté dans mes identifiants parce que j'avais deux trucs. Hop. Donc, déconnexion. Connexion. Attendez.
Celui-là. Ok. Tac. Est-ce que celui-là il est bon? Bah oui, moi je veux lire l'article. Non, c'est pas bon. Donc hop, ça c'est bon. Donc bon, bah écoutez, faut que je me réabonne. Je vais voir. Je crois que j'ai. Hop, tac, abonnement. Version numérique. Oui, très bien. Juste numérique, ça ira. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Paiement, hop, je choisis mon moyen de paiement. Oui, je choisis mon moyen de paiement. Ah, veuillez accepter les CGU. Oui, j'accepte les CGU. Non, pas prélèvement, machin, CB. Tac. Nanana. Tac, 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 confirme. Et SMS, évidemment. Oh là 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 là. C'est terrible ça. Donc, oui, c'est ça, monde diplomatique, exactement. Donc, c'est 5, 0, 9. Tac, ok, validé. Oh là 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 là, celui-là là, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Authentification erronée. L'un de deux codes saisis est incorrect. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que maintenant, il y a un code pour ça, un code pour ça. Donc, celui-là, il était bon. 50. Oh, ça fait chier, je voulais lire ça, là. C'est très pénible de faire ça en live. Désolé. J'aurais dû vérifier. Et donc, mon mot de passe, machin... Alors, attendez, il va falloir que j'aille sur le site. Tac. 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 On va y arriver. Hein. Salaud! On va y arriver. Oui, si tu veux. Alors, les documents. Hop. Salaud! Ils ont changé le site, on comprend plus rien. Eh ben... Il est où mon code machin là? C'est ça. Mais je l'avais avant, je comprends plus rien. Ça c'est ça, Bon, et ben, fait chier. Je sens qu'on va lire autre chose, ça va être plus simple. Parce que maintenant il y a un double code machin. Ah non, il est là. Ah c'est ça là. Le code machin. Tac. Ah, ça a l'air de marcher. Bon, bah c'est bon, j'ai réussi. C'est quel enfer. Les validations, là, les machins, les codes partout, justice nulle part. Ça c'est fait. Tac. Voilà, bon. On reprend. Putain, j'ai chaud. Je vais me passer un coup de flotte, moi, parce que... Hop, retour. Oui, bah ça c'est moi, voilà. Salaud! Et enregistrer.
C'est l'an 2000. Ah, ça, il l'avait pas vu venir, hein, les enfants, les trucs casse-couilles. Avec les paiements en ligne et les conneries, là. Donc, tac. Apprendre à nager, les méga-centres. Ok. Pouh. Et voilà. Bon. Alors. Donc. Bah, je vais me passer un coup de flotte sur le visage. Ça ne change pas ce projet-là. On reprend. On avait dit, il y a un truc à Aubervilliers, là, machin, là. Alors, nous nous opposons à la création du solarium prévu sur une partie des potagers ouvriers. Ceux-ci existent depuis un siècle, sont riches en biodiversité et permettent à de nombreuses familles de s'alimenter. Et donc là, on construit un gros complexe, hein, notamment pour les JO à Aubervilliers. Nous ne nous attaquons pas aux bassins qui, eux, sont construits sur un ancien parking. Certains habitants les attendent avec impatience. Pour les convaincre, la mairie affirme que le centre aquatique permettra de faciliter l'apprentissage de la natation. Mais à la place de cette mégastructure, il aurait mieux valu multiplier la construction de piscines correspondant plus aux besoins des quartiers. Le projet avait, semble-t-il, une autre mission. Selon le rapport de l'Observatoire des inégalités publié en novembre 2020, 45% des habitants de la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté. On parle d'Aubervilliers. Le futur centre aquatique sert ainsi de faire valoir au projet d'éco-quartier du fort d'Aubervilliers et au projet immobilier autour de la future station de métro destinée à attirer de nouvelles populations plus aisées. Les ambitions de la mairie risquent toutefois d'être revues à la baisse. Les procédures engagées par les opposants au centre aquatique ont fini par aboutir. Le 9 mars, la Cour administrative d'appel de Paris retoquait le plan local d'urbanisme intercommunal établi par la communauté de communes, dont dépend le projet, et ordonnait l'arrêt des travaux. Le plan ne respectait pas la préservation de la biodiversité. La maire d'Aubervilliers, Madame Franclet, donc celle de l'UDI, et le président de Pleine Commune, Monsieur Mathieu Hanotin, s'engageaient à ne conserver que ce qui est en lien avec le bassin olympique et abandonner le solarium. Voilà, la lutte des jardiniers d'Aubervilliers a fait des émules. Je vous parlais tout à l'heure de ces petits projets locaux qui arrivent à dérouter les grands projets d'aménagement. Là, vous voyez, on foutait un solarium, on foutait des trucs en plus parce qu'il fallait attirer des classes un peu plus aisées maintenant qu'il y avait un métro. La lutte des jardiniers d'Aubervilliers a fait des émules. Un autre projet d'établissement destiné aux entraînements des nageurs olympiques porté par la communauté d'agglomération Valparisis dans le Val d'Oise est lui aussi contesté. Ses opposants dénoncent la démesure du budget de 45 millions d'euros, son éloignement des établissements scolaires et l'artificialisation des terres. D'un coût de 180 millions d'euros, le complexe olympique de Saint-Denis suscite lui aussi des critiques. Dans un département fortement sous-équipé et un pays où l'accès à la natation témoigne d'une fracture sociale et territoriale. Les premières piscines collectives, alors on va revenir un petit peu dans le temps. Les premières piscines collectives sont apparues en France à la fin du 19e siècle, en parallèle avec les bains-douches et une attention portée à la propreté corporelle. Inaugurée en 1884, celle de Château-Landon fut la première piscine couverte à Paris, bénéficiant d'une eau chauffée par les usines de la Villette, proposant la pratique de la natation dans un bassin de 40 mètres, ainsi que des bains-douches. Plusieurs furent construites, mais dans un esprit paternaliste, par de grands patrons d'usines ou par des compagnies industrielles au sein des cités ouvrières. L'un de ses précurseurs fut Jean-Baptiste André Gaudin, qui créa en 1870, à Guise, dans l'Aisne, à proximité de son usine de poêle en fonte, un familistère composé de logements confortables, de magasins coopératifs et d'une piscine avant-gardiste, avec plancher mobile en caillebotis, chauffé par l'usine et destiné à apprendre à nager aux ouvriers et à leurs familles. Au début du XXe siècle. Donc ça, vous voyez, là, il y a encore l'idée que c'est le patron qui va généreusement, c'est le paternalisme, il va généreusement pourvoir les familles qui travaillent pour lui en service et en avantage. Au début du XXe siècle, des urbanistes porteurs d'une vision hygiéniste intégraient des piscines dans des ensembles de logements sociaux. La piscine de la cité-jardin de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry, fut ainsi construite par l'Office public d'habitation à Bon Marché du département de la Seine, proposant une vie saine et disciplinée à ses habitants. Mais la natation n'était pas une priorité pour l'État français. Avant les Jeux Olympiques de 1924, la France comptait seulement 20 piscines
dont 7 à Paris, quand l'Allemagne en possédait 1362 et l'Angleterre 806. Pour l'événement, Paris se dota de piscines homologuées et utilisables en toute saison comme celle de la Butte aux Cailles, usine à nager selon son architecte, ou la piscine Georges Valeret et son bassin de 50 mètres. Plusieurs villes créèrent leur piscine pour développer la natation sportive, comme Rennes, la piscine Saint-Georges, ou Lyon, la piscine Garibaldi. Le Front populaire, élu en 1936, amorce une démocratisation du sport et des loisirs, mais le développement d'équipements de proximité est interrompu par la Seconde Guerre mondiale. De 1945 à 1960, donc, le nombre de constructions de piscines demeure restreint, et elles sont dues à des initiatives locales. Les baignades ont surtout lieu dans les rivières, les lacs et sur le littoral. Les noyades étaient devenues la première cause de décès en temps de paix, explique M. Axel Lamotte, fondateur du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Des nageurs anciens résistants comme André Blatty ont voulu lutter contre cela et ont œuvré pour l'adoption de la loi du 24 mai 1951 qui impose la surveillance des baignades d'accès payant et crée le diplôme de maître nageur sauveteur. Il était question d'assurer la surveillance mais aussi de favoriser l'apprentissage de la natation. Très belle photo de pied pour tous les gens qui aiment les pieds. À partir de 1960, les piscines sont perçues comme un service d'intérêt public pour permettre aux écoliers d'avoir accès à cette formation. L'État subventionne leur construction, mais beaucoup de projets ne peuvent voir le jour dans les grands ensembles, faute de budget. Plusieurs événements rendent urgentes les mesures à prendre, les mauvaises performances des nageurs français aux Jeux de Mexico en 1968 ou durant l'été 1969 la noyade de 19 enfants d'une colonie de vacances dans la Loire et le naufrage d'un bateau sur le lac Clément à Thonon-les-Bains qui fait 24 victimes dont 14 fillettes. L'année suivante, le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et des sports lance le projet 1000 piscines. Vous avez vu que l'Allemagne en avait déjà des 1000 piscines depuis longtemps, visant à doter rapidement l'ensemble du territoire de bassins produits en série, à moindre coût et largement subventionnés par l'État. Ça, c'est ce que vous avez vu dans le petit sujet avant, quand il disait, voilà, truc en série, il y a un plan, c'est du clé en main, quoi. Jusqu'au début des années 1980, fleurissent un peu partout en France les piscines tournesol, comme celle que vous avez vue juste avant aussi, Caneton, Iris et Plein Ciel, composés de bassins de nage rectangulaires de 25 mètres et de bassins d'apprentissage de 15 mètres, avec des toitures ouvrantes pour permettre leur utilisation toute l'année. Au final, 822 piscines ont ainsi été construites, commente Fabien Camporelli, enseignant à la faculté de sciences du sport et de l'éducation physique de Lille. Mais les collectivités vont très vite se rendre compte qu'une piscine est un équipement complexe à gérer. Avec les deux chocs pétroliers, les élus locaux doivent réduire les coûts de fonctionnement et cherchent à rentabiliser les équipements. Pour cela, on envisage un nouveau concept, les centres aquatiques sport et loisirs. Donc voilà, ça suffit plus d'avoir des bassins pour apprendre à nager, maintenant il faut que ce soit un truc fun, voilà, il faut rajouter une dimension loisir. En 1989, Jacques Chirac, maire de Paris, inaugure ce qui est alors le plus grand parc aquatique d'Europe, l'Aqua-Boulevard, situé porte de Versailles. Je vais voir s'il y a une petite vidéo de l'Aqua-Boulevard. Aqua-Boulevard. Je vais voir s'il y a un truc sur l'INA. Feu vert pour son cinéma, bon ça on s'en fout. Je vlog à l'Aqua-Boulevard, bof. Parc Astérix, Aqua-Boulevard pris d'assaut pendant la canicule. Tiens, bah on peut regarder ça, hop. Pour espérer tenter de se rafraîchir. C'est une vidéo du Parisien. Il y avait beaucoup de monde sur Twitter, etc. qui se plaignait que c'était un enfer, qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais il y a peut-être beaucoup trop de monde parce qu'il n'y a pas assez d'équipement ailleurs aussi. Ça donne pas envie, hein. Ça sent les mycoses. Hein. Bon, je crois qu'on est sur les 2-3 mêmes vidéos en boucle. Bon, bah c'est ça l'Aqua-Boulevard, pour les gens qui connaissent pas. Moi je suis pas parisien, je connaissais pas l'Aqua-Boulevard. Enfin je connaissais pas, je savais que ça existe, mais je savais que ça existait. Mais je suis jamais allé à cet endroit là. Et bon bah voilà, ça a été inauguré en 89 par Jacques Chirac apparemment.
Voilà, il inaugure le plus grand parc d'aquatique d'Europe à l'époque. Donc réalisé par la société Forest Hill avec le soutien de la ville de Paris, le site propose toboggan géant, cascade, canon à eau, radeau pneumatique, bassin pour cours d'aquagym ou d'aquacycle, salle de remise en forme et de musculation pour un coût estimé à 450 millions d'euros. Ce n'est plus de la natation éducative ni de la natation sportive, ajoute Fabien Camporelli, mais du loisir plus ludique que sportif. Le monde des piscines ne sera plus le même. Depuis, les centres aquatiques publics orientés vers le loisir, le sport santé et le bien-être se multiplient. Dans son rapport public annuel de 2018, la Cour des comptes qualifie la situation des piscines publiques en France de modèle obsolète, car plus de 50% des établissements ont été construits avant 1977 et, devenus vétustes, ils nécessitent d'importantes réhabilitations. Le déficit de fonctionnement, d'un niveau moyen de 640 000 € par établissement selon la Cour des comptes, étant trop lourd pour une simple commune, de plus en plus de centres aquatiques sont créés par des établissements publics de coopération intercommunale. Donc voilà, plusieurs bleds qui se mettent ensemble et eux ils font un centre aquatique. Les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, exploitation et financement, l'État ayant réduit considérablement ses subventions. Donc du coup, il va y avoir d'immenses... Vous imaginez bien que si l'État a réduit ses subventions et que c'est les collectivités territoriales, il va y avoir des différences énormes entre les territoires, parce qu'il y a des territoires riches, il y a des territoires moins riches, et si l'État est plus là pour mettre un peu d'huile entre les deux... Voilà, donc ce rapport souligne que l'offre de piscines en France dépasse celle de pays voisins, comme le Royaume-Uni, mais relève que celle-ci est très inégale selon les territoires, évidemment. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont largement délaissés, avec un taux d'établissement aquatique par habitant inférieur de 40% à la moyenne nationale. La Cour des comptes estime que l'offre de piscines est inadaptée pour répondre aux nouvelles attentes du public et encourage ainsi les collectivités à développer des centres aquatiques avec des offres d'activités diversifiées, pratique de la natation, loisirs, détente, tout en proposant de supprimer le soutien de l'État au financement de leur construction. Donc démerdez-vous, faites votre petit centre, mettez un bar dans le truc, mettez un bowling même, mettez un cinéma, il y a un cinéma à l'Aqua Boulevard, et essayez de trouver des sources de financement vous-même. Démerdez-vous, l'État se désengage de toute façon. Monsieur Thierry Brésillon, formateur au métier de la piscine et ex-directeur du centre aquatique de Malbantre à Pujol, dans le Lot-et-Garonne, constate. Donc lui, il est formateur au métier de la piscine. Les directeurs de piscines publiques ont longtemps été d'anciens maîtres nageurs ayant suivi tout un parcours de formation et qui avaient pour soucis principaux la sécurité, l'hygiène et l'apprentissage de la natation. On leur demande aujourd'hui d'être des managers et des commerciaux. Pour cela, ils sont de plus en plus recrutés dans les filières universitaires, marketing ou commercial ou même dans la grande distribution. Durant les années 90 et 2000, les élus locaux ne se souciaient guère du budget de leur piscine, au déficit considéré comme normal et souvent dilué dans les coûts généraux de la collectivité. Désormais, ils le regardent à la loupe. Ouais, vous voyez, si collectivement on se dit bah écoutez c'est un équipement, ça a un coût, moi c'est bien pour mes administrés, on le garde, on le finance et puis voilà quoi. Donc maintenant, ils regardent à la loupe les coûts de fonctionnement. Les dépenses d'énergie et de gestion des fluides ont été considérablement réduites ces dernières années grâce à une gestion rigoureuse et des bâtiments moins énergivores. En 2022, les piscines coûtent moins cher à la collectivité, mais cela ne suffit pas, commente M. Brésillon. Les élus veulent diminuer encore plus les coûts d'exploitation. Pour cela, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux dépenses en personnel, à diminuer les services, à supprimer les créneaux horaires avec peu de public. Ils font payer les associations. Certains envisagent même de diminuer les créneaux d'apprentissage de la natation. La tendance est de remplir les piscines avec des clients payants, je n'utilise plus le terme usagé, et à multiplier les offres annexes comme les cours d'aquagym, aquacycle, aquabox ou les balnéos, les saunas qui permettent de varier les tarifications. On est dans le public, mais de plus en plus avec une logique de privé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux entiers qui devaient être prêtés aux écoles pour je sais pas quoi, mais ça rapporte que dalle. Donc bon, depuis 1996, la communauté d'agglomération, devenue en 2015 la métropole de Montpellier-Méditerranée, s'enorgueillit de sa piscine olympique Antigone, qui comprend plusieurs bassins, dont un de compétition avec 9 lignes de 50 mètres et de 3 mètres de profondeur, ouvertes quasi en permanence, alors que beaucoup de piscines publiques n'offrent que des créneaux limités. Mais elle a décidé, fin 2020, qu'elle s'appellerait dorénavant Angelotti, nom d'une entreprise de promotion immobilière qui verse à la collectivité 120 000 € par an pendant 6 ans pour que le centre aquatique porte le nom de son fondateur à des fins publicitaires. Voilà, Angelotti. Alors qu'avant c'était quoi, piscine de Antigone. Bon bah voilà, Angelotti, Antigone, ça va, hein, et 120 000 balles. De nombreuses collectivités confient désormais la gestion à des groupes privés spécialisés dans la délégation de services publics, la DSP, comme Vermarine, Recrea, Equalia ou le groupe associatif et commercial UCPA. Selon la Cour des comptes, 30% des établissements mis en service depuis 2005 le seraient avec ce mode de gestion, soit 15% de l'ensemble des 4135 piscines répertoriées en France. Pour M. Cyril Clou, directeur général de l'Association nationale des élus en charge du sport,
Une collectivité délègue la gestion de son centre aquatique quand elle n'a pas les compétences en interne pour des raisons liées à la capacité de ses services, la maîtrise des coûts de fonctionnement ou la définition du modèle d'exploitation. La collectivité passe un contrat de 5 ans. Donc en gros, ça, vous savez bien, hein, il y a trop de fonctionnaires. Il y a trop de fonctionnaires, y compris dans les collectivités territoriales. Donc, hop, il y a moins de monde. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelqu'un à la mairie pour s'occuper de la piscine? C'est pas dit. Autant donner le fonctionnement, finalement. Autant laisser ça gérer au privé. La collectivité passe un contrat de 5 ans renouvelable avec le délégataire, fixant des critères pour la place réservée aux scolaires, à certaines associations ou clubs sportifs, et les tarifs d'entrée, car l'entrée reste payante, contrairement à ce qui est proposé dans d'autres pays. Le délégataire a la liberté alors de multiplier les prestations annexes, de loisirs, bien-être, sport, santé, animation festive ou artistique, restauration ou boutique. Ces grands groupes privés ont importé dans les piscines publiques leur savoir-faire, acquis souvent dans les salles de remise en forme. Ils y reproduisent avec efficacité le système d'abonnement, la démultiplication des activités, le ciblage des publics, constate Fabien Camporelli, mais la recherche de la rentabilité a un revers. Monsieur Brésillon confie. On a quelques exemples d'élus qui ont demandé un audit de leur centre aquatique géré en délégation de service public qui a fait apparaître de graves négligences au niveau de l'entretien technique. Ces collectivités ont été obligées de dépenser beaucoup d'argent pour remettre en état leur équipement, certaines sont revenues à une gestion directe. Oui, en gros, ils ont donné ça au privé. Vous voyez, il y a quelqu'un dans le chat qui fait « Ah bah si c'est efficace ». Bah oui, le privé, c'est efficace pour faire du pognon. Pour autant, peut-être qu'ils ont fait du pognon, surtout si c'est un contrat de 5 ans, en entretenant mal les trucs, etc. Voilà, grave négligence au niveau de l'entretien technique, etc. Et derrière, c'est les collectivités qui récupèrent le truc et qui sont obligées de prendre ça en compte, quoi. Pour assurer l'enseignement de la natation aux enfants des écoles, des collèges, des lycées, les groupes privés reçoivent de la part des collectivités une compensation financière annuelle pour obligation de service public. Toutefois, la Cour des comptes constate que les clauses des contrats sont souvent déséquilibrées au profit des délégataires, donc du privé. Certains reçoivent de la part de la collectivité une participation financière à la nature et au montant mal défini, qui s'apparente plutôt à une subvention d'équilibre plus avantageuse que la compensation en question, seule autorisée. Ah oui, d'accord, ok, donc... Ok. Un autre avantage, et non des moindres, d'une délégation de service public concerne la gestion du personnel. La réglementation des emplois dans la fonction publique territoriale pose une difficulté que la délégation de service public permet de contourner, affirme M. Thierry Pratt, chef du service des piscines de la ville de Rennes. Lors du passage en délégation de service public, les agents territoriaux de la piscine sont soit mis en disponibilité, soit détachés. Ceux qui acceptent les nouvelles conditions de travail sont intégrés dans les équipes, les autres salariés demeurent contractuels avec des conventions collectives facilitant la flexibilité et l'esprit d'entreprise. Une gestion en DSP est plus souple qu'une gestion en entreprise publique, c'est plus facile de recruter, de former et d'être réactif, remarque M. Gilles Sergent, président de Récréa, un groupe qui gère 90 centres aquatiques, dont celui des Jeux Olympiques de Seine-Saint-Denis. Mais M. Lamotte conteste cet optimisme. Les procès en prud'homme se multiplient dans les centres aquatiques en DSP. Les maîtres nageurs ne sont pas bien payés et le code du travail n'est pas toujours respecté. Ouais, c'est le privé, il y a des impératifs de rentabilité, qu'est-ce que vous voulez ? Madame Cécile Varmelotte est directrice du centre aquatique Aquarium de la Somme. Durant sa carrière, elle a connu tous les stades de la profession, diplôme de base du surveillant de baignade, brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et enfin brevet d'état d'éducateur sportif aux activités de natation, qui a remplacé le diplôme de maître nageur sauveteur. Il a fallu que je m'impose car c'était un métier d'homme, constate-t-elle. Cécile Vaterlotte. Le centre aquatique qu'elle dirige aujourd'hui a été un temps géré en délégation de service public par un grand groupe privé avant de repasser en gestion directe par la communauté de communes. Avant de rejoindre son nouveau poste de directrice, Madame Vaterlotte travaillait dans un centre de remise en forme. J'ai transposé mes activités de fitness à des activités aquatiques. J'ai pu faire évoluer sur le bassin tout ce qui est activité aquarécréative, sport, santé, sport bien-être. Mes compétences ont été reconnues puisque j'interviens désormais dans les formations de maîtres nageurs et d'éducateurs sportifs. La dynamique professionnelle des maîtres nageurs a suivi l'évolution des piscines. Les maîtres nageurs sauveteurs sont ainsi devenus des éducateurs sportifs, avec des compétences renforcées pour enseigner la natation. Les BNSSA, qui ne peuvent pas enseigner, sont venus renforcer les maîtres nageurs sauveteurs durant la saison estivale sur les plages et les piscines. Avec la généralisation des centres aquatiques et l'arrivée des DSP, donc des délégations de service public, est apparu un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialisation activité aquatique et natation, donc le BPJEPSAAN, le ministère des Sports a inventé ce diplôme pour répondre aux besoins du marché.
L'éducateur sportif devient un animateur socio-sportif polyvalent, souligne Fabien Camporelli. Cela coïncide avec la reconnaissance du titre de maître nageur aux étudiants de la filière universitaire sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'espère que vous suivez. Donc en gros, ça coïncide avec la reconnaissance du titre de maître nageur pour les gens en STAPS. 6 diplômes sont désormais reconnus pour surveiller une piscine. C'est une grande confusion alors que la pénurie de maîtres nageurs se fait de plus en plus sentir. Donc en gros, on crée des sous-diplômes de maîtres nageurs pour combler les besoins, notamment les besoins de ces délégations de services publics. Une enquête effectuée en février 2022 dresse un état alarmant de la difficulté de recrutement dans les piscines et les plages peu avant l'été, remettant en cause l'ouverture de certaines baignades, l'enseignement de la natation et aggravant les risques de noyade. Il manque des maîtres nageurs partout. Mais nous déconseillons aux jeunes de passer leur BPJ, EPS, AAN, car cela les condamne à la précarité, souligne M. Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs. Beaucoup changent de métier au bout de quelques années. Cette formation dure 1 an et coûte 6 500 €, 10 000 € avec le logement et la nourriture. Peu de jeunes peuvent la financer. Certains organismes chargés de la formation en font un business. Donc les fameux CPF, vous pouvez utiliser votre CPF pour financer votre truc. Avant, la formation de maître nageur sauveteur se déroulait durant les vacances scolaires, était ouverte à tous et ne coûtait presque rien. Dans les piscines gérées par les collectivités, la place de titulaire de la fonction publique, les places de titulaires de la fonction publique sont de plus en plus rares, et les contrats à durée indéterminée ne sont obtenus qu'au bout de 6 ans. Dans les établissements en délégation de service public, les CDI les contrats à durée déterminée sont la règle. Là, tu peux pas envisager un CDI. La piscine, c'est une aventure humaine. Si de moins en moins de personnes sont attirées par le métier de maître nageur, c'est parce que nos gestionnaires ne sont plus intéressés que par les chiffres, regrette Madame Waterlot, c'est celle qui a tous les diplômes, elle. La raison du peu d'enthousiasme des jeunes pour le métier de maître nageur tient à la faiblesse des rémunérations, aux horaires décalés, aux conditions de travail de plus en plus difficiles, notamment l'été sur des bassins surpeuplés en proie à des tensions qui requièrent souvent la présence d'agents de sécurité. La pénurie de maîtres nageurs pourrait s'accentuer avec le retrait progressif des policiers, MNS, Compagnie républicaine de sécurité, qui assurent la surveillance de certaines plages en été depuis 1958. Après plusieurs avis critiquant les fondements de cette aide de l'État venant de la Cour des comptes, M. Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, avait annoncé en 2018 une réflexion pour les recentrer sur leur cœur de métier. Les communes les remplacent progressivement par des professionnels civils et doivent prendre en charge entièrement les frais de surveillance. Donc il y avait des gendarmes qui jusque-là donnaient un petit coup de main sur les plages. Bon tout ça dégage parce que Gérard Collomb a dit qu'il fallait les recentrer sur leur cœur de métier et on se retrouve à prendre des agents de sécu privés qui vont être payés évidemment avec l'argent de vos communes à leurs frais. Je suis content d'être à la fin de ma carrière plutôt qu'au début, avoue monsieur Christophe Baudras, directeur du pôle aquatique de Nevers. En termes de prévention, on est toujours au même point qu'il y a 15 ans, c'est catastrophique. Chaque année, Santé publique France publie les chiffres des noyades accidentelles, à distinguer des suicides par noyade évidemment, se produisant durant l'été, avant d'en extrapoler une estimation annuelle. L'Agence nationale estime le nombre de décès à environ 1000 par an en moyenne, dont la moitié en période estivale, ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Cette estimation est encore très empirique, elle révèle aussi la faiblesse des études et travaux sur l'accidentologie de la natation, sans parler de la prévention. La majeure partie des noyades estivales ont lieu en mer, 47% des noyades et 25% des décès en 2021. Dans les cours d'eau ou les lacs, 39% des décès. Elles sont rares en piscine publique ou privée à usage collectif, 0,7% des décès, mais nombreuses dans les piscines privées familiales, 13% des décès, dans laquelle meurent principalement des enfants de moins de 5 ans et des adultes de plus de 65 ans. Sur le plan de la sécurité, comme de l'environnement et de la vie en société, faut-il se réjouir qu'avec 3,2 millions de piscines privées en France, la France soit devenue le deuxième marché mondial de ce type d'équipement après les États-Unis. On va en venir au sujet des piscines privées, la fameuse piscine creusée dans le jardin, là, le truc pour les bourgeois. Bon, là-dedans, apparemment, les bourgeois noient leurs enfants, sans faire exprès, ou leurs vieux. Donc ces noyades sont pour la plupart évitables, ajoute Santé publique France, qui rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à nager. L'agence avait révélé en 2016 qu'un adulte sur 7 ne savait pas du tout nager, 1 sur 7, et qu'1 sur 3 ne se sentait pas capable de nager au moins 50 mètres. L'acquisition du savoir nager est en théorie une priorité nationale, une compétence fondamentale définie par les programmes scolaires, mais en 2019, un rapport révélait la difficulté d'évaluer le niveau des élèves. 88% des élèves en fin de CM2 prétendaient savoir nager, mais seulement 82% des élèves de 6e validaient l'attestation scolaire du savoir nager, la SSN, devenue en 2022 l'attestation du savoir nager en sécurité, ASNS, alors que 19% n'étaient pas évalués. Bon.
Les inégalités d'accès à l'apprentissage de la natation sont encore très fortes entre les communes ou les départements. Selon une étude réalisée par la Direction des services de l'éducation nationale, en Seine-Saint-Denis, seulement un élève sur 2 entrant en 6e réussissait la SSN en 2014. À la suite de la fermeture des piscines due à la crise sanitaire, le nombre d'enfants ne sachant pas nager pourrait être encore plus important. Pour Monsieur Lapoux, ce retard pris est clairement dû aux modalités de l'enseignement de la natation en milieu scolaire. Faute de piscines, de créneaux disponibles ou de moyens pour financer les trajets en autobus, beaucoup de communes ne permettent pas aux jeunes d'apprendre à nager. En outre, l'enseignement de la natation dans le premier degré doit être assuré sous la responsabilité du professeur des écoles, aidé par des professionnels ou des intervenants bénévoles agréés. Beaucoup de collectivités ne veulent pas payer des maîtres nageurs pour enseigner la natation aux scolaires. Tout repose sur des adultes agréés bénévoles, des parents ou des retraités, peu ou pas formés, souvent absents. Déplore Monsieur Lapoux. La présence d'un maître nageur n'est obligatoire que pour assurer la surveillance de l'activité. L'éloignement des centres aquatiques des communes, diminuant le temps de pratique, a ajouté à une gestion catastrophique. Bon, tout ça, ça a entraîné un gâchis qui n'est pas prêt de s'améliorer avec la pénurie de maîtres nageurs. De plus en plus de centres aquatiques publics créent des bassins de nage nordiques installés en extérieur, chauffés et ouverts toute l'année, qui satisfont une certaine clientèle mais risquent de s'avérer peu propices à l'apprentissage de la natation pour les scolaires. Dans le même temps, pour gérer le manque de piscines, des municipalités de Seine-Saint-Denis, la mairie de Marseille et d'autres communes en France installent dans les écoles et les quartiers des petits bassins mobiles et temporaires pour que des maîtres nageurs donnent des cours de natation aux enfants. Pour Monsieur Lapoux, on en revient aux années 70, avant le plan 1000 piscines, durant lesquelles des petits bassins d'apprentissage mobiles en plastique étaient déplacés de ville en ville pour enseigner la natation. C'est une régression totale. Bon, bah voilà. Donc, bilan, régression totale, et manque d'équipement, et puis des délégations de services publics qui font qu'on a des établissements qui sont spécialisés dans le fait d'être rentables, de proposer plein de petites activités différentes, mais qui en plus ces centres ont tendance à être éloignés des bleds et tout, donc rien que le temps d'y aller en bus, d'avoir le bon créneau et tout, et en plus de ça, t'ajoutes une pénurie de maîtres nageurs, un métier qui s'est précarisé, qui donne plus envie, et tout ça fait que voilà, les enfants savent, on va voir sur le temps, parce que là les derniers chiffres par exemple pour la Seine-Saint-Denis c'était 2014, mais on n'a clairement pas envie d'un chiffre du nombre de gens qui savent nager qui baisse d'année en année. Bouf, bon. Eh bien écoutez, 2 heures sous cette chaleur, c'est pas mal, je pense. Et je pense que du coup, il va falloir que je vous envoie ailleurs. Tac. Pour que vous continuiez cette excellente soirée en bonne compagnie, mais ce sera plus moi. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, peut-être demain, peut-être... C'est plus intense hein, l'été, vous savez, parce que j'ai moins de trucs à rendre. Donc je pense qu'on va partir... C'est pas mal cette horaire de 16h, 18h. Il n'y a pas énormément de monde, vous me direz. Peut-être que je ferai des trucs le soir si j'ai des idées le soir. Mais là, pour tout ce qui est revue de presse et tout. Donc voilà, c'était aujourd'hui une revue de presse spéciale canicule. On a parlé... de la canicule dans les villes, on a parlé des mesures pour faire face à l'urgence climatique et on a parlé enfin des piscines et du fait qu'apprendre à nager n'est plus donné à tout le monde. Voilà, des piscines municipales au méga-centre aquatique, c'était un article du Monde Diplo. Le Monde Diplo, Le Monde et le Mediapart. Bon alors, chez qui je vous envoie moi? Pourquoi ça marche pas ça? Attendez, hop. Tac. On a qui là qui est dispo? Qui c'est qui fait des trucs? Ah bah il y a David Dufresne qui s'occupe de l'Assemblée nationale. Ah voilà, je vais vous envoyer chez David Dufresne. Comme ça. Oh bah tiens, il y a Gilles Stella qui fait des streams maintenant. Bah je vous envoie chez Gilles Stella, tiens. Je sais pas ce qu'il branle Gilles Stella, je savais même pas qu'il avait une chaîne. Eh ben, je vais vous envoyer chez Gilles, vous me direz ce qu'il fait. Moi, je vais prendre... j'ai pris la douche d'avant stream, je vais prendre la douche d'après stream. Je pense que c'est nécessaire à ce stade. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Tac, on lance le raid. Il est quelle heure là? Bon, 18h. Salaud. Très bien, très bien. Alors, je me dis, hop, Gilles, c'était là. Et donc... Il a marqué le live show du lundi. Eh ben, on va voir. Hein. On va voir ce que c'est.
Et ben on se retrouve pour cet été culturel et apprenant. Je sais pas ce que vous avez pensé du fait de mettre des petits, clips entre temps. Vous savez, des petits clips de Lina là. Ça, je sais pas si ça rend bien. Enfin, moi je trouve, mais je me demande si ça va pas compliquer le replay après. Je pense que ça va compliquer un petit peu pour les personnes qui s'occupent de foutre ça sur YouTube. Bon, bah au pire ce sera coupé. Hein. Donc merci au modo, merci à tout le monde, soyez gentils avec Gilles. Et voilà. Pouf. Allez, ciao. À l'orange. Je vous la donne hein, parce que c'est lâche.